Alain Damasio, bonsoir. Ça. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alain Damasio, moi, j'aime bien dire écrivain de science-fiction, tout simplement. Même si j'ai fait du scénario, même si j'ai fait des fictions radiophoniques, même si j'ai fait du jeu vidéo, même si j'ai fait du théâtre. Ça reste le cœur de ce que je fais, c'est écrivain de science-fiction. Ouais. Chanteur un peu maintenant, non ? Maintenant, je dis plutôt parleur parce que le chant, je suis incapable de chanter, vraiment. Mais ouais, j'adore poser ma voix, en tout cas sur les textes, et les porter comme ça, en musique. Ouais, ça c'est... Julian Assange qui se fait serrer aujourd'hui. Ouais. Vous avez vu ça ? Non, j'ai pas vu, non. Qu'est-ce que vous pensez le fait que Julian Assange se fasse serrer par la police ? Ah, mais Julian Assange, pour moi, c'est comme Snowden, c'est une tragédie parce que voilà, c'est des lanceurs d'alerte absolument décisifs, quoi, qui devraient pour moi être décorés de je sais pas, de la Légion d'honneur ou en tout cas de une sorte de croix de guerre, en tout cas de la vérité de l'information, quoi. Et puis on les traite comme des criminels. Voilà, et non seulement ils ne sont pas protégés, mais on les traite comme la lie de la société, quoi. Donc on est dans un cadre où voilà, on voit que la transparence auprès des puissants est quelque chose qui vous conduit en gros en prison ou dans une ambassade dans laquelle vous restez toute votre vie. Et par contre, la transparence au niveau des citoyens, ça c'est voulu, décidé, disséminé, maximisé, généralisé. Et là-dessus, il n'y a pas de... Évidemment, ceux qui la font n'iront jamais en prison, quoi. Donc, Big Brother, Big Mother, Big Data, Big Tata, c'est ouais, quoi ? moi j'aime bien délirer avec ces mots-là parce qu'on est parti au départ de l'idée de Big Brother d'Orwell, qui est quand même le livre pour moi de la société disciplinaire, quoi, poussé à son extrême. 1984 ? Voilà, 84. Donc tu vois, si tu reprends Michel Foucault qui désigne, il désigne les trois grands régimes de pouvoir. Tu as le régime féodal qui en gros arrive à peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Ensuite, tu as vraiment le régime disciplinaire qui est un pouvoir exercé sur les corps dans un temps donné et dans des espaces fermés, type usines, hôpitaux, prisons, écoles, etc. Puis après, on rentre normalement à partir, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout les années 60-70, on rentre dans ce que Foucault appelle le régime de normalisation et que Deleuze va reprendre en disant c'est le régime de contrôle. Donc un système beaucoup plus insidieux, subtil, non pyramidal, non dictatorial, où l'autorité se cache et qui s'exerce sur les individus de façon très fine. Et puis nous, on est arrivé à un système encore plus subtil, avec l'arrivée des réseaux, d'Internet, smartphones, etc. C'est-à-dire ce que j'appelle moi le régime de traces, quoi, société de traces. Où du coup, on n'est plus du tout dans le Big Brother, c'est-à-dire que c'est pas le grand frère, c'est pas cette espèce de figure de dictateur qui nous surplombe et qui nous surveille, mais c'est plutôt une sorte au départ, moi je disais Big Mother, c'est-à-dire une sorte de mère couvante comme ça, qui nous cajole, une espèce de techno-cocon autour de nous, qui est devenu de plus en plus épais, de plus en plus tissé, et qui est constitué sur la première couche par le smartphone, et puis ensuite tous les écrans qui sont autour de nous, et qui fait qu'effectivement, entouré d'applis, entouré de logiciels, entouré d'outils en fait à fluidifier nos vies, à les rendre commodes, on se retrouve dans cette espèce de couveuse, quoi. Dans cette espèce de couveuse qui nous enserre, qui flatte nos égos, et sur lequel les ados se construisent, s'accouchent. Moi je dis, ils s'accouchent dans une espèce de douceur à travers ce technococon. Donc on est, pour moi, beaucoup plus sur Big Mother, puis après ça dérive un peu, je délirais sur Big Data, Big Tata, mais parce que c'est ça, c'est un peu la tante flippante qui est celle qui récupère les données qu'on donne très tranquillement à Big Mother, qu'on cède tranquillement à Big Mother parce qu'on ne voit pas en quoi notre vie privée est attaquée réellement, on ne voit pas ce qu'ils font de ces données. Donc on les lègue dans la douceur, et puis derrière, Big Data les récupère, et puis évidemment fait tous les systèmes de corrélation pour nous cerner, pour nous profiler, pour nous proposer les pubs dont on est censé avoir envie, et nous pousser vers des directions qui sont les plus profitables pour eux, quoi. Donc ouais, il y a une sorte de filiation comme ça, il y a toute la famille qui s'est mise en place, et on est au bout. Ouais. Quand tu vois des lanceurs d'alerte comme Assange, Snowden ou d'autres montrer la vraie face de Big Brother, et que notre gouvernement leur accorde pas l'asile ou autre protection, toi en tant que Français, auteur, intellectuel, t'as envie de dire un message, dire quelque chose Ouais, mais moi, il y a
tu vois, il y a deux choses qui me frappent sur Snowden ou Assange, c'est que, déjà, bon, évidemment, les puissants... Qu'est-ce qu'ils ont révélé ? Qu'est-ce qu'ils ont révélé ? C'est-à-dire que, bon, je te parle pas d'Assange et de toute la révélation sur les Wikileaks, etc., enfin, qui sont colossales. Mais si tu veux, et qu'il faut fouiller, qu'il faut chercher, il faut faire un vrai boulot journalistique pour extirper la valeur de ces... tu vois, si tu prends les Football Leaks, bon, je m'intéresse au foot, bon, c'est super intéressant d'aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé sur le procès de Ronaldo, est-ce qu'il a violé, pas violé, comment se passent les transferts, quelles sont les magouilles derrière, bon. Mais il faut faire un vrai travail journalistique derrière, ce qui demande du temps, bon. Mais si tu prends Snowden, qui a été quand même la bombe atomique, enfin, sur la révélation, même moi qui bossais sur ces sujets depuis les années, en gros, 95, parce que je sors la zone du dehors en 95, où déjà j'exposais au maximum cette espèce de logique panoptique, voilà, se disséminant partout dans le corps social, et c'est vraiment le thème du livre. Même moi, je prends une claque dans la gueule, quoi. C'est-à-dire que je me dis, ok, j'ai fictionné ça, mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, beaucoup plus généralisé. Tu vois, quand j'ai commencé à voir les logiciels, tu sais, qu'ils utilisent, où tu peux chercher en gros n'importe qui, n'importe quel. Donc, soit tu cherches de façon massifiée sur un site, qui a consulté ce site, soit tu cherches sur un mail particulier, un certain nombre d'infos. Enfin, tu as tous les moyens de tri et de recherche possibles. Et tu prends ce choc-là et finalement rien. C'est-à-dire que bien sûr les gouvernements, parce que Orange évidemment vend les datas, deal avec la NSA, tout ça, on peut tout à fait l'imaginer, tu vois. Mais que même sur les gens, il n'y a pas une espèce d'explosion de réaction, tu vois. Tout le monde dit « Waouh, c'est fou quand même, c'est incroyable ». Et puis, so what ? Rien, tu vois, en réalité, quoi. Et moi, je serais Snowden, j'aurais profondément les boules, parce que quand même, il fait ce qui est, pour moi, dans le mode de révélation le plus puissant de ce qu'on a pu faire ces dernières années, il est numéro 1, quoi, tu vois. Pour moi, c'est plus fort que la guerre en Irak, c'est plus fort que le mensonge de la guerre en Irak. Tu peux pas aller plus loin que ce qu'il a fait. Donc, tu t'attends, moi, si j'avais ça en récit, en fiction, tu t'attends à quelque chose de massif, quoi, tu vois. Et en fait, il se passe rien. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi, en réalité, ça ne produit pas d'effet ? Pourquoi les gens restent, en quelque sorte, anesthésiés ou... catatonie émotionnelle. En catatonie émotionnelle, ouais, tout à fait. Si tu veux, c'est un très bon terme. Et en fait, moi, la théorie que je développe là-dessus, enfin, la vision que j'en ai, c'est que finalement, si tu regardes bien, et c'est un peu la théorie de la zone du dehors, mon premier livre, mais c'est encore plus la théorie dans les furtifs, là, le dernier, c'est que en fait, le contrôle est devenu une sorte d'éthos contemporain, c'est-à-dire un comportement généralisé dans la plupart des individus et de la population. C'est-à-dire que c'est plus du tout quelque chose qui vient du haut, qui descend sur nous, c'est quelque chose qui est quasiment horizontalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le dis souvent, tu vas à l'entretien d'embauche, tu vas googliser ton patron et regarder un peu ce qu'il a fait, regarder ses vidéos, regarder ce qu'est la boîte. Lui, le patron, il va embaucher, généralement, parce que c'est ce qu'ils font, il va embaucher un hacker qui va aller sur ton compte Facebook et regarder, en gros... C'est pas un hacker la plupart du temps. Oui, mais bon, voilà, c'est du bas niveau de hack, quoi, tu vois, mais... donc, il va voir et il va commencer à regarder ce que tu as fait, peut-être au niveau syndical, au niveau de la militance, etc. Bon. Dans les couples, tu vas voir le mec, il va regarder, tout d'un coup, il va aller choper le smartphone de sa copine pour voir un peu les textos qu'elle envoie. Et la copine, elle va aller voir les sites, l'historique des sites, pour regarder un peu quel site porno il regarde ou qu'est-ce qui se passe, tu vois, s'il a une copine. La fille va surveiller son père, le père va surveiller sa fille, les collègues entre eux vont se surveiller, etc. Donc, on a tous appris à utiliser ces outils-là pour... En fait, quand tu regardes, pour se rassurer, c'est-à-dire pour conjurer un ensemble d'incertitudes dans lequel, c'est-à-dire l'incertitude que ma femme me soit fidèle, par exemple, ou l'incertitude que mon patron soit vraiment un type bien, ou l'incertitude que l'employé soit pas le premier mec qui va te montrer un syndical dans ta boîte, tu vois. Voilà. Donc, sur ces aspects-là, tu te rends compte que cette pratique de contrôle, elle est tissée. Moi, ce que j'appelle l'intercontrôle, voilà, horizontal. Et puis après, tu as des pratiques qui sont presque intériorisées, que j'appelle intracontrôle ou self-control, où tu as tendance à t'auto-censurer un petit peu, parce que tu sais pas par qui va être lu ton mail, tu sais pas par qui va être lu ton tweet, tu sais pas... qui va regarder ton smartphone, tu sais pas si ta vidéo, elle va être... voilà. Donc, tu as toute une pratique. Moi, j'avais été frappé aussi, par exemple, tu vas au Festival de Cannes. Maintenant, on t'explique que les fêtes sont complètement pourries au Festival de Cannes parce que tout le monde a un smartphone, tout le monde peut filmer et tout le monde a peur qu'il y ait un leak arrive sur le réseau et surtout auprès des stars. Et donc, les fêtes, elles sont shut down un peu parce qu'il y a cette pratique d'intracontrôle, autocensure, self-contrôle. Donc, si tu prends intracontrôle, intercontrôle, contrôle vertical exercé quand même par nos fournisseurs d'accès, par le gouvernement, par les GAFA, etc., tu arrives finalement à un maillage extrêmement dense, extrêmement fin de contrôle, et surtout dans lequel tout le monde est à son petit niveau relais. Ce qui fait que quand Snowden révèle ça, moi j'ai le sentiment que les gens disent
Ouais, mais au fond, on fait tous un peu ça, quoi. Ils sont pas si... Voilà, ils sont pas si frappés, ils sont pas si choqués que ça, parce que c'est devenu aussi une façon où tu filmes dans la rue, tu vois, il y a la moindre agression, les gens filment, il y a le moindre... Donc même l'outil, le fait de pouvoir filmer à n'importe quel moment, c'est un vrai outil de contrôle en réalité, c'est un vrai outil panoptique, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un phénomène comme ça. Donc ça révèle beaucoup de choses sur, sur l'éthos contemporain, qui est un éthos, pour moi, vraiment de contrôle, et qui... et alors moi, voilà, après j'étais plus loin, je me suis interrogé aussi pourquoi cette volonté de contrôle, qu'est-ce qui se passe, qui fait que cette société-là a tendance à fonctionner sur cet éthos-là. Et puis tu réfléchis, et effectivement, tu te rends compte qu'il y a une façon de vivre aujourd'hui, c'est on est une société moléculaire, on n'est plus cette société molaire qui fonctionne par masse d'ouvriers. On est dans une société très liquide, chacun a sa petite particule, chacun se déplace comme ça de façon assez individualisée. Et plus tu es individualisé, plus tu as besoin de te protéger, plus tu es fragile, plus tu es vulnérable. Et plus tu es vulnérable, plus tu vas utiliser des outils techniques pour te protéger, pour filtrer tes communautés, par exemple, pour dire je n'ai pas envie de me confronter avec des gens qui pensent Front National, donc je vais faire des bulles de filtre dans mes communautés, je vais faire mes fils Twitter qui me correspondent à moi, je vais regarder les sites qui m'intéressent moi, mais surtout je ne vais pas être dérangé par des images que je ne veux pas voir. C'est-à-dire que tu conjures tout un ensemble d'altérités de rapport avec le dehors pour rester dans une sphère qui va te rassurer et qui va conjurer tout un ensemble de peurs, d'angoisses que tu as, mais qui est générée par ces sociétés pour moi en tout cas, d'hyper-compétition et qui fait que en étant particules isolées, non reliées à des communautés naturelles, on a tendance à se servir de la techno pour nous protéger. Et donc, cette façon de contrôler est aussi une façon de répondre aux peurs, aux angoisses et à l'incertitude qui nous entourent. Donc, c'est complexe. C'est pour ça que c'est complexe de... Voilà. Tu suis un peu Black Mirror ? Ouais, bien sûr. Ouais. J'adore. Black Mirror, c'est... Bon, d'abord, c'est la première série qui a envisagé la techno d'un point de vue réellement technocritique. C'est-à-dire que l'ASF, je suis bien placé pour... Je te coupe, je te dis maintenant, à chaque fois qu'on objecte des critiques à la techno, on se fait tout de suite relayer comme technophobe, arriéré, genre limite amiche, tu vois. Ouais. Continue, on revient sur cette question juste après. Oui, mais non, mais moi là-dessus, j'ai vraiment... j'ai pas de souci vraiment à répondre parce que, en tant qu'écrivain de science-fiction, déjà, la technologie, pour nous, c'est le cœur de ce qu'on traite, hein, c'est le cœur de ce qu'on aborde. Moi, je considère que la science-fiction est vraiment le genre littéraire qui pose le paradigme technologique comme central et qui essaye de comprendre comment l'homme se réinvente à travers la technologie. Voilà. Et comment la technologie donc, vient impacter à la fois le rapport qu'on a au monde, à la fois le rapport qu'on a aux autres, mais aussi, et peut-être plus important encore, le rapport qu'on a à soi, la façon dont on se construit soi-même. Quand tu prends un ado, tu vois que sa construction personnelle passe par les réseaux sociaux, elle passe par les jeux vidéo énormément, c'est-à-dire qu'ils vont jouer 20 ou 25 heures, et la façon dont ils vont construire même leur capacité cognitive, elle va passer par les jeux vidéo, la spatialisation. Tu vois, si tu joues à Fortnite, forcément, tu as une capacité de spatialisation énorme, parce qu'il faut que tu aies les maps en tête, que tu te déplaces, etc. Bon. Donc, moi, je considère que, voilà, sur l'aspect technologique et Black Mirror, c'est la première série, en tout cas, qui est sortie avec cette qualité, qui est une approche technocritique, qui regarde le miroir, justement, au-delà du miroir de la technologie, et cet écran noir qui est face à nous, et surtout qui avait une capacité narrative que je trouve extraordinaire, à te mettre mal à l'aise, quoi. C'est-à-dire que tu sors de la série, tu sors des épisodes, et tu es dans un sentiment que moi, je n'avais jamais éprouvé avant. C'est pas que tu es choqué, c'est pas que tu es révolté, c'est que tu es mal à l'aise, quoi. C'est-à-dire qu'ils font passer la ligne de récit à l'intérieur de toi, quoi. Et tu te rends compte que l'utilisation des technologies qui te montrent, et leur perversion, il y a une partie de toi qui est déjà dans ces perversions-là, qui fait déjà partie de ces perversions-là. Et c'est pour ça que c'est si déroutant. Moi, un épisode qui m'avait par exemple extraordinairement touché, parce que je travaillais sur ce sujet sur un jeu vidéo, c'était la mémoire. J'avais créé un jeu vidéo comme ça qui s'appelait Remember Me, enfin on l'avait créé à 80, hein. Mais moi j'étais directeur narratif, et le principe c'était toute la mémoire humaine est digitalisée, elle est numérisée. Donc dans ce monde-là, tu jouais un hacker qui était capable de remixer le cerveau des gens, qui remixait la mémoire des gens. Mais surtout dans ce monde-là, tu avais une banque qui s'appelait Memorize, qui récupérait tous les segments mémoriels des gens, que les gens déposaient chaque jour des segments de mémoire, soit positifs, soit négatifs, pour s'en débarrasser en banque. Et ces banques étaient, par ailleurs, payées, la Tamaine, etc. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur cet enjeu de la mémoire, comment l'utiliser, comment la vendre, comment la trafiquer, comment la remixer, etc. Et puis arrive cet épisode de Black Mirror, qui avait lieu d'ailleurs après, qui s'appelait The Grain, où c'est pareil, il a une espèce de petite... c'est pas une puce, mais c'est une graine dans le cerveau qui permet d'enregistrer chacun des moments que tu vis, comme si là, on était également enregistré, on l'est d'ailleurs. Mais... et ce qui est génial, c'est que eux, ils ont traité cet enjeu de la... Moi, je l'avais traité de façon très politique, très...
D'ailleurs, il y avait Amnésie Internationale qui se battait contre la mnémose ou la mémorisation extrême de ce monde. Et là, il le traite sur un sujet extrêmement simple, mais qui nous touche tous, c'est la jalousie. Voilà. Il traite l'enjeu de la mémoire totale à travers la jalousie. Si tu peux mémoriser chacun des moments de ta vie et revenir sur des scènes où effectivement il y avait des séductions entre ton partenaire et quelqu'un d'autre, et que tu peux te repasser ces scènes, tu vas creuser l'espèce de paranoïa de la jalousie bien plus intensément que tu l'aurais jamais fait. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'ils viennent toucher un affect qui est personnel et ils le traitent sur un enjeu de SF qui est la mémorisation, quoi. Et ça, c'est rare de trouver cette qualité-là en narration, quoi. La plupart des gens l'auraient traité de façon assez lointaine, en disant « Oh là là, regardez, on mémorise tout », et puis on aurait pris une espèce de président dont on avait mémorisé un moment intime, et puis on l'aurait sorti. Tu vois, ça aurait donné des choses pas très intéressantes. Là, il prend une situation concrète, personnelle, de couple, il la traite sur l'axe de la jalousie, et du coup, tu ressors, mais t'as envie de vomir, quoi. T'as quelque chose de... Donc là-dessus, ils sont très forts. Après, les épisodes, moi, je trouve que la saison 3, déjà, se dégrade un peu, au sens où ils sont victimes du retour d'état de grâce, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ont fait, je pense, avec beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition, et ensuite, ils ont essayé de systématiser un peu leur pratique, c'est-à-dire de chercher le malaise sciemment, volontairement, rationnellement, et je trouve que ça pêche, quoi. Par exemple, l'épisode de la notation généralisée, qui, moi, en plus, est dans la zone du dehors, c'est quelque chose que je pratique dans la zone dehors, c'est le classement généralisé de la population, où voilà, ton subordonné te note, ton patron te note. Comme en Chine. Comme en Chine, voilà, social credit, ton boulanger te note, tes fils te notent, tout le monde te note, et toi, tu notes tout le monde. Donc, c'était le même principe. Et là, c'est traité de façon très didactique. Tu as compris dès les 5 premières minutes ce qui se passe. Et du coup, on est plus dans une logique de message et on n'a pas le malaise. On sort de la dimension de malaise. Ce que je trouve très difficile, voilà, c'est ça. C'est créer l'identification au personnage qui fait qu'une fois que tu es identifié au personnage, tu vas ressentir toute son malaise, sa perversion de façon forte. L'épisode génial, par exemple, de la fille qui perd son mec et qui d'abord discute avec son mec mort, avec toutes les traces vidéo et audio qu'il a laissées. Une IA reconstitue son mec et elle peut discuter au téléphone avec lui. Ça, par contre, c'est génial, parce qu'immédiatement, tu t'identifies à la fille, immédiatement, tu rentres en elle. Donc, une fois que l'identification est assurée, tu vas éprouver tout ce qu'elle éprouve et tu vas te prendre la perversion et le mal-être tout le long de l'épisode. Il est magnifique, cet épisode. Moi, je trouve qu'il... Laurent Alexandre, ça te parle ? Oui, je l'ai rencontré, j'ai eu le malheur de le rencontrer, ouais, ou le bonheur de le rencontrer, je ne sais pas. Bah, Laurent Alexandre, c'est une caricature, quoi. C'est-à-dire que Laurent Alexandre, c'est le type qui a donc fondé Doctissimo, qu'il a revendu quand même 140 millions d'euros, il faut quand même le savoir, qui après ça a monté une boîte de séquençage de gènes, et qui est un gars qui, pour son plaisir, je pense, son bonheur, sa perversion, son égocentrisme, j'en sais rien, mais a décidé d'investir les médias, de saturer les médias, d'une sorte de disque que moi j'appelle le messie du transhumanisme, c'est-à-dire qu'il amène en France les idées du transhumanisme, tout en se targuant de n'être que dans une forme d'alerte ou d'avant, je sais pas comment dire ça, d'avant-proue un peu du phénomène, alors qu'en fait il essaie d'acclimater les idées du transhumanisme dans la presse française. Mais toujours il l'avance comme ça en disant non mais si vous voulez, je sais pas ce que je voudrais qu'il advienne, mais vous savez quand même c'est ce qui va arriver, quoi. C'est cette idée de toute façon que vous le vouliez ou non, ça va arriver. Et ça c'est la meilleure méthode pour essayer d'emprisonner mentalement les gens en disant voilà, je préempte le futur et je vous dis comment il va être. Donc croyez ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, c'est ce qui va advenir, quoi. Et ce qu'il dit, c'est du bullshit total, hein, quand même. Hein. C'est un gars, il faut quand même regarder ce qu'il raconte et c'est quand même terrifiant. Il a fait une conférence TED, je ne sais pas si vous l'aviez suivi, où il finit sa conférence TED en hurlant devant toute la salle il y a des gens dans cette salle qui vivront 1000 ans, tu vois. Donc, cette espèce de discours messianique, etc., parce qu'évidemment, il faut tuer la mort, il faut tuer le vieillissement, il faut lutter contre la sénescence, et bien sûr, on va y arriver. Et bon, c'est la logique de la promesse. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème du transhumanisme, parce que c'est intéressant à cause des affects. Tu vois, moi, j'aime bien voir les affects qu'il y a derrière tel ou tel système théorique. C'est aussi mon boulot. Et derrière le transhumanisme, il y a vraiment des affects, moi, que j'appelle para-religieux, qui sont extrêmement puissants. C'est-à-dire que c'est la même logique que la religion chrétienne, en gros, quoi. C'est-à-dire qu'on a la logique de Messie. Alors en France, c'est Laurent Alexandre, c'est Ray Kurzweil, évidemment, aux États-Unis. Donc ces Messies, évidemment, comme c'est des Messies, il faut qu'ils aient une prophétie, quoi. Donc la prophétie, par exemple, de Ray Kurzweil, c'était au départ, la singularité devait arriver en 2029, c'est-à-dire ce moment où l'intelligence artificielle émerge et évidemment
arrive à diriger l'ensemble des machines et devient plus puissante que n'importe quelle intelligence humaine. Bon. Et puis après, il s'est rendu compte que c'était à peu près 2029, donc il a fait, en fait, 2045. Donc il a décalé. Mais voilà, on est sur des logiques de prophétie qui se veulent peut-être même autoréalisatrices, alors que... De peur aussi. De peur, bien sûr, qui joue sur l'affect de peur. Hein, parce que... la peur, c'est bien. Ça a permis de mais canaliser... la peur, c'est le meilleur des affects politiques. La peur, tu arrives à peu près à obtenir n'importe quel vote si tu gères bien la peur. Donc le Front National est construit là-dessus. Hein. Donc c'est extrêmement difficile de faire voter les gens par désir. Hein, LREM aussi, non? Si vous ne votez pas pour moi, vous allez avoir la... Ah ben vous allez avoir le Front National, mais c'est tout ce qui reste. Hein. Le système à 2 tours il fonctionne comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir 20% pour passer au 2e tour et ensuite tu génères la peur généralisée du Front National, alors qu'ils font une politique de Front National. Moi je vois absolument pas la différence entre celle de Macron et le Front National. Pour moi, ils préparent l'arrivée du Front National en réalité. Et puis là, au 2e tour, tu as ce que j'appelle moi les castors moraux qui font barrage contre l'extrême droite. Donc c'est Castorama, j'appelle ça, tu vois, c'est vraiment, ils font barrage et ils croient à faire un acte politique tous les 5 ans en allant voter pour la marionnette que le système dominant a mis en place au 2e tour. Donc là, sur Macron, c'est un hold-up démocratique total et ils ont réussi. Donc ça, oui, mais parce que l'affect de peur est le plus facile à mobiliser de tous. Si je te dis, faites ce que vous voulez, mais votez Macron, ça te fait penser à quoi? Ça veut dire que, voilà, on est... Le titre de Libération. Oui, je me souviens du titre de Libération, mais il y en a eu dans toute la presse, même Mediapart a fait voter Macron, donc à un moment donné, tu t'inquiètes quand même. Non, bon là-dessus, on pourrait en parler des heures, voilà, pour moi, c'est un système totalement exempt, la 5e République doit être achevée à coups de marteau, et comme tous les systèmes, au bout d'un certain moment, qui sont en place, les gens ont compris comment l'utiliser pour obtenir le vote qu'ils souhaitent avoir. Et maintenant, il faut vite changer et détruire cette 5e République, passer à une 6e, 7e, je sais pas, faire une constituante ou passer même à d'autres régimes complètement différents. Mais on ne peut pas rester comme ça, parce qu'on va avoir le coup à chaque fois. Et puis une fois, ça ne va pas marcher, puis on va vraiment avoir le Front National. Et contrairement à ce qu'on croit, le Front National ne va évidemment pas défendre le peuple. Le Front National va s'allier avec les puissances d'argent, va s'allier avec l'oligarchie. Et il commence à y avoir des prises de contact. Si tu écoutes Juan Branco, qui est quand même bien informé sur ces domaines-là, qui a accès justement aux leaks et qui dit, voilà, aujourd'hui Marine Le Pen commence à abandonner toutes les choses qui faisaient un peu barrage avec le lien avec l'oligarchie, notamment l'antisémitisme et différentes autres choses. Et puis, à partir du moment où l'oligarchie qu'on comprendra que le Front National, ils n'ont rien à craindre d'eux, bah, ils feront en sorte qu'ils passent. Voilà. De toute façon, ils sont tout prêts. Donc, mais de toute façon, même la politique actuelle, elle est tellement peu différente de ce que le Front National ferait. Je ne vois pas ce que le Front National aurait fait de plus sur la politique migratoire qui a été odieuse depuis l'arrivée de Macron. Je vois pas ce qu'il aurait fait de plus. Hein? T'as vu l'Aquarius? Ah ouais, l'Aquarius. Moi, je suis au comité de soutien de l'Aquarius, donc j'ai vu ça de près. Donc, c'est juste une honte absolue, hein, entre parenthèses, ça, il faut quand même le dire. Hein. C'est-à-dire que, ça, je suis content de pouvoir en parler un tout petit peu là sur Thinkerview, mais tu as donc des milliers et des milliers donc, de migrants qui meurent sur les canaux pneumatiques, hein, qui sont fabriqués à la chaîne en plus, hein, dans des usines libyennes. Donc c'est des canaux qui sont faits pour tenir 10 heures en réalité. Donc ils mettent, donc c'est des espèces de boudins comme ça, blancs, pneumatiques complètement pourris. Ils clouent des planches dessous, quoi. Tu sais même pas comment ça crève pas le truc. Ils mettent une centaine de migrants dessus et puis ils partent, quoi. Donc ils savent que voilà, ils mettent de l'essence dedans. Ils savent qu'en gros 10-12 heures après, ça ne... Donc c'est quasiment une condamnation à mort, sauf si sur place tu as effectivement des bateaux qui vont les sauver. Donc ce qui est quand même délirant, c'est que l'Aquarius, quand même, en assez peu de temps, avait sauvé 30 000 personnes. Donc tu sauves 30 000 vies. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que sauver 30 000 vies, quoi? Et puis tu n'as même pas à te poser la question de dire oui, mais c'est des migrants, etc. Non, c'est des gens qui sont en train de se noyer. D'abord, tu les sauves, c'est le code de la mer. Hein. Tu sauves d'abord les gens qui sont en train de se noyer, et ensuite, tu réfléchis, tu les accueilles, tu fais ce que tu peux, etc. Mais d'abord, tu sauves les gens, quoi. Voilà. Et ensuite, quand tu vois les témoignages des migrants, enfin, moi j'ai fait les soirées de la SOS Méditerranée où tu avais les témoignages à la fois vidéo et audio des migrants, mais franchement, moi j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais pensé que c'était possible, quoi. Pour donner juste un exemple, c'est que très souvent, donc au long du voyage, ils sont dépouillés, ils n'ont plus aucun rond, etc. Très souvent, donc, ils sont menacés à des moments, ils appellent la famille, ils les menacent avec un flingue, et ils leur disent si vous ne donnez pas l'argent, on tue votre fils, ou on tue... Bon. Ok, t'as ça, mais t'as des trucs bien pires encore. Si tu voyages avec ta femme, ils vont la violer devant toi, ils vont t'obliger à regarder, et tant que tu donnes pas de l'argent, ou tant que tu fais pas ce qu'ils veulent, tu vois, et donc tu te retrouves avec des gens qui sont des purs héros, quoi. C'est-à-dire qui sont survécus, qui sont encore dans le canot de sauvetage, et qu'ensuite sont récupérés par l'Aquarius.
Ces gens-là, moi, je fais 10 romans sur eux avec juste un récit, quoi, tu vois, parce que c'est tellement incroyable ce qu'ils ont surmonté que... Et ces gens-là, on les rejette quand ils arrivent en France, quoi, tu vois, c'est... Quand Castaner dit ils sont complices des passeurs. Non, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Enfin, tu vois, Moi, ça, c'est ce que j'appelle l'obscénité, voilà. L'obscénité, c'est ça. C'est l'obscénité, voilà. C'est un point où tu dis quelque chose qui est révoltant. Tu vois, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de mettre Castaner sur un canot et puis, tu vois, de le mettre au milieu de la mer et puis attendre qu'il coule, quoi. Tu vois, juste, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Parce que, je veux dire, c'est évident que ces gens-là, et quand tu vois les témoignages et quand tu sais d'où ils viennent, c'est évident que ces gens-là, généralement, ils n'ont absolument aucun autre choix que de migrer pour s'en sortir. Soit parce qu'ils viennent de Syrie, soit parce qu'ils viennent d'Érythrée, soit qu'ils viennent... Voilà. Alors tu vas me dire, il y a quelques migrants économiques. Oui, peut-être, tu vois, il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais la plupart des gens, c'est juste une question de survie. Donc qu'est-ce que tu veux faire? En plus, ils arrivent en Libye, où ils sont exploités, ils sont mis en prison, c'est que des prisons privées. Hein, donc c'est juste incroyable. Quand tu vois, ils sont battus, s'ils ne travaillent pas, ils sont battus. S'ils ne meurent pas, c'est déjà un miracle. Et ensuite, quand ils arrivent enfin sur le canot pneumatique, tu vois, tu ne veux pas les sauver. Enfin, c'est juste ignoble. Enfin, voilà, moi, je sais pas quel nom on peut donner à ça, quoi. Mais moi, je trouve ça, voilà, juste obscène, quoi. Et quand tu vois ce que ça représente en plus du flux migratoire, on a 67 millions d'habitants. Moi, un coup, j'avais calculé, ça voulait dire, ce qu'on accueillait, ça voulait dire accueillir une personne sur 7000. C'est-à-dire qu'il y a 6999 Français. Et tu vois, ils se réunissent, ces 6999 Français, et puis il y a une personne qui arrive sur la plage, et tu leur demandes, vous l'accueillez ou pas? Parce que quand même, pour la France, tu vois, c'est ça le chiffre, hein. 30 000 sur 67 millions, ça donne ça, tu vois. Donc même si tu te dis, bah alors quand même, on en accueille 5 sur 7 000, qu'est-ce que ça va changer? Enfin, tu vois, ça va rien changer. Et au contraire, c'est une richesse, c'est un apport, c'est une culture, ça peut bonifier la société française en plus, quoi, tu vois. Donc ça, c'est particulièrement horrible, quoi. Et ça, c'est extrêmement impressionnant aussi de voir à quel point c'est passé sous silence, sous le boisseau. Rien que donner un pavillon à l'Aquarius. Tu peux ne pas être d'accord avec l'Aquarius, quoi. Mais à un moment donné, tu es la France, tu es le pays des droits de l'homme, donc tu leur donnes au moins un pavillon qui puisse continuer à sauver les gens. Enfin, tu vois, c'est quand même la base de tout. C'est quand même une honte absolue que Macron ne délivre pas un pavillon pour l'Aquarius. C'est quelque chose qui n'a pas de nom. C'est la honte totale. C'est pire que la honte, quoi. C'est un crime contre l'humanité, là, il faut le dire. Parce que c'est vraiment un crime sur des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui crèvent, dont on n'a même pas les sépultures, dont on ne sait même pas le nombre. Voilà, on sait qu'on a sauvé 30 000, ça veut dire combien sont morts? C'est certainement plus de 100 000, donc t'appelles ça comment, à un moment donné? Alors, c'est pas pour lancer des grands mots, tu vois, mais t'appelles ça comment? Un génocide? Ouais, c'est un génocide par défaut, ouais, c'est un génocide en creux, voilà. Un génocide consenti, conscient et en creux. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement tout ce que je raconte là. J'invente rien, je révèle pas quelque chose que personne sait. Tout le monde est au courant de ça. Macron est au courant de ça. Voilà, tous les ministres, tout le gouvernement est au courant de ça. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils le font en pleine conscience, quoi. C'est quand même. Et là, il faut saluer Angela Merkel sur ce qu'elle a fait sur la politique migratoire quand elle est arrivée. Et malgré toutes les oppositions, elle a dit allez, on va accueillir 1 million de. Bah bravo. Moi, je suis pas pour la politique de Merkel, mais là-dessus, elle a juste une conscience, une éthique. Certainement protestante, etc. Mais elle l'a fait. Voilà. Nous, on est juste dans la honte absolue. Hein. Hollande comme Macron. Hein. Tu vois la France comment dans 3 ans, 5 ans? C'est quoi ton Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Voilà, bon, j'ai beaucoup d'espoir sur ce qui se passe sur les gilets jaunes et sur ce que ça trahit surtout, et sur ce que ça révèle. Moi, j'ai l'impression qu'on est au bout quand même d'un système. Voilà, c'est ça le livre de Juan Branco sur Crépuscule, j'aime assez le terme. Voilà. J'aime assez ce terme, c'est-à-dire que je pense comme lui qu'on arrive à une zone crépusculaire, c'est-à-dire qu'on arrive, la 5e est exsangue, la 5e République est exsangue, on arrive au bout, on a pour la première fois des gens qui étaient vraiment la première, comme on dit, le premier niveau des inclus. Les gilets jaunes, c'est ça, c'est le premier niveau des inclus. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui sont chômeurs, c'est pas les gens qui sont exclus, c'est pas les gens qui sont sans papier, etc. C'est des gens qui travaillent, tous quasiment, qui sont petits commerçants ou salariés au SMIC, donc qui ont un boulot, qui sont inclus, qui ont joué le jeu. Voilà, c'est des gens qui ont joué le jeu. On leur a dit, si vous bossez bien, si vous êtes sérieux, si vous votez bien, vous allez avoir une vie correcte avec votre petit pavillon, avec votre portique pour les enfants, avec votre chien, et la niche pour le chien. Voilà, vous pourrez partir en vacances 5 semaines par an. Voilà ce qu'on leur a vendu, quoi. En tout cas, ce à quoi ils ont cru. Et c'est ce que ce système devrait, enfin un système riche comme le nôtre, devrait accorder à la majorité des gens. Ils ont joué le jeu et ils se rendent compte au bout d'un moment qu'on les a baisés. Voilà, tout simplement, il faut dire les choses vulgairement. Mais c'est-à-dire que en
moi je dirais en 35 ans, c'est-à-dire depuis le tournant de la rigueur en 83 en France, le capitalisme a accru son pouvoir d'une façon exorbitante. Voilà. Quand tu regardes, il y a vraiment un graphique qu'il faut vraiment regarder. C'est le graphique qui te montre, c'est sur le même graphique, hein, qui te montre notamment la baisse de l'impôt sur le revenu pour les tranches supérieures, par exemple. Moi, à l'époque où j'étais encore à l'ESSEC, école de commerce, etc., c'était 60% le taux d'imposition sur les revenus. Maintenant, avec la flat tax, on va descendre à 30%, donc divisé par 2. Tu prends la courbe aussi de l'imposition sur les héritages. Elle a chuté d'un coefficient 2. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fille de Bettencourt peut récupérer la totalité, en gros, de la fortune de sa mère, et qui est complètement exorbitante. Hein, je crois qu'elle est à 35 ou 40 milliards d'euros. Et bien, rien n'est pris par l'État. Alors que, moi, je suis désolé, tu ne devrais pas hériter de la fortune de tes parents, tu devrais toucher un tout petit peu quelque chose, mais sur les 40 milliards, ben, on devrait en récupérer 39, ou, tu vois, ou 39,5, et les redonner à l'État. Et puis la fille de Bettencourt, ben, elle fait comme tout le monde, elle se construit sa vie, elle devient riche si elle arrive à devenir riche, elle se bat, quoi, tu vois. Et là, on est dans un système qui est complètement un système monarchique, quoi, de transmission, quoi. De la même façon, si tu regardes l'impôt sur les sociétés, moi, à l'époque où je suis à l'ESSEC, c'est 50%. D'accord ? Donc 50% des bénéfices sont imposés dans les boîtes et sont donnés à l'État. Aujourd'hui, on est autour de 25-30%. D'accord ? Tu regardes la répartition capital-travail, c'est-à-dire que sur 100 générés par une entreprise, 100 de valeur, je crois qu'on est passé de 70-30, c'est-à-dire en gros, il y a 70 pour les salariés et 30 pour le capital. Maintenant, on est à 60-40, tu vois. Donc tout est comme ça, c'est-à-dire que nous, on a été la génération, moi je suis né en 69, j'ai été la génération enfoncée. Je suis la génération qui a tout perdu, en tout cas c'est la génération de la régression, tu vois. On a parlé des 30 glorieuses, moi je dis, voilà, on est des 30 honteuses, voilà. Nous, on a... Un des chiffres aussi, parce que ça les gens ne se rendent pas compte, un truc moi qui m'a toujours frappé, c'est que à l'époque je prends mes parents et moi, je suis à peu près du même niveau de vie que mes parents. Ma mère était prof d'anglais, ma copine est prof de français, etc. Moi je suis indépendant, mon père était carrossier, donc on est à peu près au même niveau de vie. Il fallait 10 ans à leur époque pour acheter une maison. Tu vois, une maison normale. Il en faut 20. Voilà, exactement. Il en faut 20. Et ça c'est l'INSEE, hein, c'est pas des trucs qu'on jette en l'air, hein, c'est des chiffres de l'INSEE. Donc qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? On est devenu moins riche, la société est devenue moins riche, on produit moins, on travaille moins. Non. C'est juste que l'extorsion de valeur a été beaucoup plus massive sur les 30 dernières années et que progressivement, ils ont réussi à accumuler des sommes colossales. Bon, on le sait, hein, les 10 premiers milliardaires en France, par exemple, c'est 262 milliards d'euros. Tu vois. Alors, je me suis amusé l'autre fois, je me suis dit, mais ça fait combien en SMIC, tu vois ? J'ai essayé de trouver un chiffre parce que je n'arrivais pas à le transcrire en termes de valeur, tu vois. J'ai essayé de trouver un moyen pour me dire... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette somme qui est colossale ? Et j'ai calculé, donc j'ai regardé, tu vois, un SMIC annuel, c'est en gros chargé, c'est-à-dire que si tu payes toutes les charges, si tu payes le poste de travail, si tu payes la formation, les coûts d'embauche, le bureau dans lequel le SMIC est, c'est 25 000 euros par an, en gros, quoi, tu vois. Donc quand tu calcules, tu arrives à 10 millions d'années de SMIC, tu vois. Donc ces gars possèdent 10 millions d'années de SMIC, donc ils pourraient payer pendant un an 10 millions de personnes, tu vois. Ou 1 million de personnes pendant 10 ans, tu vois, donc c'est complètement fou, quoi. T'imagines, à 10 personnes, ils peuvent payer 10 millions de personnes au SMIC pendant un an, tu vois, avec toutes les charges attenantes, tu vois. Et là, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé ? Où c'est qu'on s'est gouré ? Où c'est qu'on s'est fait avoir, quoi, tu vois. Comment t'expliques cette soumission consentie, cette catatonie des foules par rapport à la réalité de l'arnaque telle que tu la présentes, telle qu'on peut la présenter aussi sur Thinkerview. Comment t'expliques le fait que les gens bougent pas et on est français, c'est-à-dire que pourquoi on retourne pas les tables Il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Bon, pour moi, une des raisons, la principale, c'est qu'on nous maintient juste au-dessus de la ligne de confort. C'est-à-dire que la plupart des gens sont juste au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire que sont dans un niveau de confort qui fait que bon, c'est pas si mal. Donc on tolère à peu près tout. On se rebelle pas parce qu'on n'est pas mis dans la situation. Et là, les gilets jaunes, c'est le moment où justement cette génération-là passe sous le seuil de confort, quoi. Et du coup, se dit non, mais c'est plus possible, là, j'en ai marre, quoi. Voilà. Et puis ils voient tout ça, etc. La deuxième chose, c'est que, en France particulièrement, c'est que la presse a été entièrement phagocytée aujourd'hui par les milliardaires. Aujourd'hui, tu as un graphique magnifique d'ailleurs qui est fait par le Monde diplomatique. Et voilà, quand tu regardes la presse libre, d'ailleurs, il ne reste plus grand-chose, hein, mais tu regardes, tu as une carte faite par le Monde diplomatique qui te regarde tout le système de dépendance de tous les quotidiens, de toute la presse, en fonction des milliardaires français, quoi. Et en gros, une dizaine de milliardaires français tient la quasi-totalité de la presse. Si tu regardes ce qui reste, il reste des Thinkerview, il reste le Canard enchaîné, évidemment.
Mediapart, il reste Fakir, Le Ravi, des petits trucs comme ça, il reste Le Monde Diplo. Voilà, il reste plus grand-chose quand même. Hein. Si, il reste Sur Image, des choses comme ça, hors série, quelques petites... Et tout le reste, même des journaux soi-disant de gauche, voilà, même des journaux historiques comme Libération, sont détenus par Patrick Drahi, qui est un milliardaire. Le Monde, c'est une honte absolue ce que c'est devenu. Moi, Le Monde, qui était mon journal de référence, quand j'arrivais sur l'Internet, mon premier vecteur d'information, il y a encore 5 ans, c'était d'aller sur le site du Monde. Aujourd'hui, c'est devenu juste illisible. C'est la pravda du macronisme, quoi. J'ai jamais vu ça. Qu'en France, ça soit comme ça, il y a une veulerie. Je veux dire, n'importe quelle décision du gouvernement, elle est présentée comme on dirait un communiqué de presse du gouvernement, quoi. C'est des communiqués de presse, c'est même plus des articles critiques ou de mise en perspective. Le Monde s'est effondré. Ce journal s'est effondré. Il faut que les gens s'en rendent compte. C'est juste pathétique, quoi. Voilà, donc là, il reste plus... Donc ça produit, et ça, le livre de Juan Branco, Crépuscule, le montre aussi super bien, c'est que ça produit effectivement une manipulation. Et moi, j'aime pas dire ça, tu vois, je suis pas sur complot médiatique, etc. Mais à un moment donné, tu es quand même obligé de te rendre compte que même quand tu es informé, même comme moi, tu lis la presse tous les jours. Moi, je fais ça depuis des années, je lis la presse tous les jours. Même moi, il y a des phénomènes dont je me rendais pas compte. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que le monde était devenu la pravda. Parce que je continue à croire à une forme de neutralité. Et non, cette neutralité a été perdue, parce que Xavier Niel a racheté, parce que... Voilà. Et parce que tous les grands quotidiens, tous les grands magazines de news sont détenus par des milliardaires qui, sans même intervenir directement, juste par des politiques assez astucieuses, ne sélectionnent que des journalistes qui vont aller dans le sens de la ligne ultralibérale, qui est celle des milliardaires qui possèdent ces journaux. Et puis après, il y a ce phénomène que quand tu possèdes un journal, tu peux pousser tel ou tel politicien. Donc les politiciens le savent. Donc les politiciens mettent en place des politiques qui te favorisent toi en tant que milliardaire, parce qu'ils savent que ta carrière va dépendre de la façon dont toi tu vas les valoriser au niveau médiatique. Donc c'est un échange comme ça de services dont Macron a bénéficié à bloc. Donc ça fait peur. Et voilà. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez vigilant, on s'est laissé endormir, on a cru à la liberté de la presse parce qu'on nous dit qu'on est en démocratie. Voilà. Donc c'est ces deux niveaux-là. Après, bon, il y a plein de raisons. Mais moi, une autre raison qu'on ne dit pas beaucoup, après c'est mon délire, là c'est mon délire d'auteur de SF, mais je crois beaucoup à ça, c'est que j'ai le sentiment que, et là c'est le rapport au technocapitalisme et politique, c'est que j'ai le sentiment que depuis qu'on a le smartphone dans la main, depuis qu'on a l'outil Internet, le pouvoir que nous donnent ces technologies, qui est un pouvoir immédiat, très mineur en réalité, tu vois, qui est un pouvoir de choix, de paramétrage, de choisir telle appli, le pouvoir de faire faire, moi ce que j'appelle le pouvoir de faire faire à la machine, ce que tu ne veux pas faire directement. Donc toute cette commodité, cette facilité que donne cette technologie, ça fait que ça remplit la case pouvoir pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de diriger leur vie parce qu'ils en dirigent leurs applis, leurs smartphones, et parce qu'ils peuvent intervenir directement sur leur réalité proche grâce à l'outil technologique. Et du coup, tout cet enjeu de lutte politique, de dire il faut que je reprenne le pouvoir en tant que citoyen, il faut que je me batte pour que les lois changent, il faut que j'empêche Macron de devenir président, etc., ça paraît extrêmement lointain, ça paraît extrêmement fumeux, ça paraît être beaucoup de travail, et sans pouvoir direct, parce que c'est beaucoup d'impuissance la militance. Si tu milites, tu le sais vraiment, c'est que voilà, plein de fois tu milites, moi j'ai milité contre la loi travail, au bout de je sais pas combien de manifs, il se passe rien, toutes les lois passent, c'est horrible, et toi t'es comme un con. Donc si tu as cette espèce de technococon autour de toi que tu peux manipuler, quoi, moi j'appelle ça le paramètre, tu vois, c'est mes maîtres MAITRE, quoi, tu vois, c'est-à-dire que tu paramètres tes applis, tu personnalises, tu customises tout ton technococon autour de toi. D'abord, ça te filtre le monde, comme je l'ai dit, ça te fluidifie la vie, mais aussi ça te donne le sentiment de contrôler, d'avoir un pouvoir, une maîtrise. Voilà. Et cette maîtrise qu'on te donne de façon proche, le fait que tu as moins envie de lutter, moins envie de te battre, moins envie de militer, moins envie d'aller sauver les migrants sur l'Aquarius, ça te paraît très lointain. Et dans ce cadre-là, le surgissement des Gilets jaunes, pour moi, a été une divine surprise, parce que je ne m'attendais plus à ce que les gens arrivent à s'extirper des technococons, à percer au couteau l'espèce de tissage de fibre optique, et retrouvent le plaisir de parler, d'aller sur les ronds-points, de découvrir des amitiés. Et ça a été vraiment extraordinaire, mais ça montre aussi le déficit de liens qu'on a acquis. Je pense que ce qui fait que les Gilets jaunes, ça dure, c'est qu'il y a des amitiés créées, quoi. Les gens ont du plaisir à se retrouver tous les samedis. C'est pour ça Et ça, c'est génial, c'est l'amitié qui fait que ça tient, ça monte, ça se maintient, et que progressivement, ça va produire. Donc moi, la France en 3 ans, j'espère, en tout cas, dans mon livre, il y a des... j'arrive à des ZAG, à des zones autogouvernées, on reprend des îles, on reprend des îlots sur les fleuves, on reprend... Zones à défendre. Ouais, c'est des zones à défendre, version
version étendue pour moi, parce que Zone à défendre, ce qui m'a toujours gêné, c'était l'idée qu'on s'est mobilisé contre un aéroport. Donc ça permet de mobiliser par le négatif, hein, c'est un ennemi commun, c'est la meilleure façon de souder les gens. Mais voilà, moi le ZAD, des fois je dis, il faudrait que ce soit une zone à désirer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une zone qu'on désire mettre en place, sur laquelle on définit de nouvelles règles de vie, plus écolo, plus évidemment privilégiant les communs, et ce que fait très bien la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Hein. Mais voilà, aller plus loin, c'est la ZAG, la zone autogouvernée, où effectivement tu remets en place des systèmes de gouvernance et de fonctionnement, avec du prix libre, avec des mandats révocables, avec des élections sans candidat. Enfin, il y a plein de techniques sociales qui existent, qui sont magnifiques, que les gens connaissent mal, et qui permettent d'aboutir à une démocratie quand même plus authentique que celle où on est. Et en petit, surtout en petite communauté, c'est-à-dire pas prétendre gérer 67 millions de personnes, tu peux pas le faire sans manipuler tout le monde. La réalité, c'est que quand tu vois d'ailleurs au niveau tribal ou au niveau des petites communautés, c'est souvent 500 personnes, des communautés qui fonctionnent bien, sur lesquelles il y a démocratie directe. Tu te rends compte que prêcher ça, ouais. Le système en face, il peut pas l'accepter. Parce que si tu fais des petites communautés, si tu n'utilises pas ta technologie pour faire marcher comme un seul homme toute une société de plus de 60 millions d'habitants, le système financier qui est basé sur une fonction exponentielle, que la dette est basée sur une fonction exponentielle, tu te rends compte que de prêcher ça, tu deviens un terroriste. Oui, mais c'est ce qu'ils essayent de... Voilà, le moindre gilet jaune, le moindre cassage de vitrine, alors que c'est dérisoire. Voilà. Dérisoire, pourquoi ? C'est dérisoire parce que c'est une attaque sur les biens, quoi. C'est-à-dire que comment tu peux accuser de violence les gilets jaunes ou ces mouvements ou les black blocs. Tu me fais une petite imitation de Léa Salamé, là ? Oui, je peux te faire ça, ouais. Vas-y. Mais, monsieur Damasio, est-ce que vous condamnez les violences ? Voilà, c'est ça. Donc, ça me fait hurler. Hein. Moi, ça me fait hurler complet. Pourquoi ? Parce que sur la violence, bon, déjà, il y a une première distinction à faire. Bon, si on parle de la violence, je vais vous faire un petit juste couplet là-dessus. T'as violence sur les biens, violence sur les personnes. T'as le temps, prends ton temps. Ouais. Voilà, je m'énerve pas. J'essaie de rester calme là-dessus, parce que ça m'énerve tellement que j'ai tendance à être violent, justement. Donc, tu peux attaquer les biens, d'accord ? Tu peux attaquer les personnes. Violence sur les biens, tu prends un marteau, tu casses une vitrine, tu casses le Fouquet, tu mets le feu si tu veux, tu pètes un abribus, tu pètes une banque. Bon, ok. Ça fait mal à qui, tu vois ? Ça fait mal à qui ? Aux assureurs qui vont devoir payer la vitrine, si ton assurance n'est pas bonne, aux propriétaires qui sont des banques ultra richissimes. Donc, en gros, tu attaques des symboles, tu pénalises des symboles, et c'est très bien. Tu les obliges à dépenser de l'argent, ce qu'ils n'aiment pas, donc ils sont obligés de muter, ils sont obligés de changer. Donc pour moi, c'est tout bénef, tout est positif là-dedans. Voilà. De l'autre côté, tu as la violence sur les personnes. Voilà. Qui aujourd'hui fait la violence sur les personnes ? Qui blesse, qui mutile, qui éborgne ? C'est les gilets jaunes ? C'est les black blocs ? Ben non, j'ai pas connaissance d'un black bloc qui a éborgné quelqu'un, qui fait perdre un pied à quelqu'un. C'est la police française. Voilà. Il y a eu des flics qui sont quand même fait cartonner un peu. Il y en a un qui s'est pris une pavasse. Ouais, qui s'est pris une... Bien sûr. Mais quand tu vois, moi, c'est ça qui m'avait frappé à la ZAD, parce que pour la première fois, je les voyais vraiment très très près. À la ZAD, ils étaient là, ils gardaient la ferme, ils entouraient la ferme. J'étais sur une journée, deuxième vague d'invasion, moi j'appelle ça, et j'étais sur la ferme de Saint-Jean-du-Tertre, et t'avais vraiment, donc tu les voyais très très bien en plein soleil, ils crevaient de chaud, les pauvres, machin, bon. Et tu vois les protections, en fait, les seules failles, c'est derrière les jambes, mais tout est archi protégé par du Kevlar, ils ont un matériel absolument délirant, des casques. Donc qu'est-ce que tu veux leur faire mal, même en faisant je veux dire, regarde les vidéos de 1968 sur les manifs, regarde comment les flics étaient habillés, et regarde maintenant. Bon. Donc il y a un accroissement du matériel qui est exponentiel, donc ils sont archi protégés. Donc il y a quasiment pas de blessés, ou c'est dérisoire. Quand Christophe Détinger va taper sur un gars, on lui met 3 jours d'arrêt, mais 3 jours d'arrêt c'est que dalle. Moi ça m'est arrivé de prendre une bouteille, on m'avait mis 3 jours d'arrêt, j'avais rien, j'avais un éclat de verre là, et bon. Donc en réalité, la violence sur les personnes, elle est exercée par la police sur son peuple aujourd'hui, avec évidemment la bénédiction et même la volonté du gouvernement macronien. Donc tu parles de violence, déjà, tu te dis, bon, attends, 22 éborgnés, 5 amputés, plus de 500 blessés, tout ça, c'est la violence sur des personnes, donc de la vraie violence, et exercée de la police sur... Donc déjà, première chose. Légitime la violence ? Quand on dit que l'État est le seul détenteur de la violence légitime. Oui, mais non, mais ça, c'est justement le problème, quoi. C'est qu'effectivement, on considère que c'est légitime. Éborgner quelqu'un, c'est légitime. Ils ne sont jamais inquiétés. Hein. Ils n'ont jamais été inquiétés, là. Donc ça, c'est quand même absolument scandaleux, quoi. Bon, voilà. Après, en plus, sur les violences, quand tu cadres une image où tu vois des gens défoncer le Fouquet, bon,
tu es là, tu sélectionnes un segment. La violence, c'est toujours un processus. C'est-à-dire que tu ne deviens pas violent par hasard, quoi. Tu vois, tu sors pas ex nihilo en devenant violent, quoi. C'est pas une génération spontanée de violence, quoi. C'est des gens qui, avant d'arriver et de cramer le Fouquet, ont subi une série de violences absolument délirantes, d'accord ? Ils ont été rejetés dans je sais pas combien d'entretiens d'embauche, ils ont été discriminés parce qu'ils sont blacks, parce qu'ils sont arabes et qu'ils arrivent dans les 3 derniers sélectionnés, puis qu'ils sont comme par hasard jamais choisis dans les 3 derniers parce que ils ont voilà, ils parlent un peu banlieue, ou ils sont... Donc tu as des violences comme ça qui sont des violences discriminatoires ou des violences des fois sexistes. Tu as des violences parce que tu es au chômage et qu'on te donne de la merde et que tu es obligé de te battre chaque mois pour toucher des indemnisations parce qu'on essaie de te sortir du système d'assurance chômage dès qu'on peut. Enfin, je pourrais te citer des tas de choses, quoi, tu vois, dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc, toutes ces violences sont mises en place. Et à un moment donné, tu as la violence aussi fiscale qui est qu'on taxe des gens qui ont déjà du mal à s'en sortir pendant que des ultra-riches voilà, sont imposés à hauteur de 5% de leur fortune. Tu vois ? Bon, donc, ces violences s'accumulant, à un moment donné, ça s'endogénéise, ça s'accumule, ça se sédimente, et ça explose dans la rue, tu vois ? Donc si tu regardes que la fin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces Black Blocs, c'est un scandaleux, etc. Et puis tu oublies toute la violence qu'ils ont accumulée, mais pendant des années, très souvent, quoi, tu vois, qui a été sédimentée, intériorisée, etc. Tu vois ? Et quand cette violence, elle ne ressort pas dans la rue, quand elle reste à l'intérieur des gens, t'aboutit à quoi ? Dépression, suicide, agression conjugale, c'est-à-dire que tu tapes sur tes enfants, tu tapes sur ta femme, tu vois ? Voilà. Donc, pour moi, je le dis, c'est extrêmement sain que ces violences aient lieu, mais même pour le gouvernement, c'est une chance à la rigueur, parce que il n'y a pas meilleure façon de te débarrasser de la violence que tu as subie que de la sortir de toi et de la défouler sur des biens. Voilà. C'est certainement la façon la plus saine de faire, et celle qui te redonne en plus un peu de légitimité intérieure, un peu de fierté de toi-même, un peu... Donc moi, quand je vois ces violences, les gens, ils sont horrifiés. Moi honnêtement, je vous dis franchement, moi, je trouve ça très bien, je trouve ça sain, je trouve ça normal, je trouve ça absolument normal, je trouve ça sain. Et je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de violence, quoi. Tu vois, Baudrillard, il le disait, il avait une phrase magnifique, il disait mais moi, c'est pas la violence qui me surprend, c'est qu'il y ait aussi peu de violence, quoi. Étant donné la violence du système, c'est extrêmement surprenant qu'il y ait aussi peu de violence en réaction, quoi. Donc quand ça sort un tout petit peu, je me dis, tiens... Ils sont encore polis, là. Ah, mais ils sont encore polis, quoi. Moi, j'ai fait une nouvelle là, sur les Gilets jaunes qui va sortir dans un recueil au Diable Vauvert, où je montre différentes façons, parce que moi, je pense que il ne s'agit pas de faire juste de la violence, il ne s'agit pas non plus de faire que des trucs bobos, mais j'essaie de montrer, ça s'appelle 3 nuances de jaune, il y a une partie fantastique, et puis il y a 2 parties qui sont une... bon, je ne vais pas raconter l'histoire, vous le lirez, mais si vous voulez, il y a un moment donné où je développe l'idée que il faut créer des modes de lutte qui soient les plus conviviaux, les plus chaleureux possibles, qui fait que les gens ont du plaisir à être ensemble, à lutter ensemble. Et donc, je développe tout un truc sur la couleur jaune, sur le fait de faire des marchés à prix libre, sur les ronds-points ou sur les places des villes, en faisant un délire autour du jaune. C'est-à-dire que tu ne vends que des fruits jaunes. Donc, tu vends que des bananes, des citrons, des pamplemousses, etc. Puis après, que des légumes jaunes, tu vois, des courgettes, machin. Puis après, les gens viennent et puis font une buvette, et puis tu n'as que de la bière parce que c'est jaune, et puis tu bois le pastis. Et puis après, tu as les vendeurs d'huile parce que c'est jaune aussi, puis tu as les marchands de fromage, et puis tu as les baraques à frites parce que c'est jaune également. Et tout est jaune, donc tu as une sorte de rayonnement comme ça, jaune, qui se met en place et qui donne une espèce de luminosité, de côté solaire un peu des choses. Voilà, je délire là-dessus, mais en montrant que, bah oui, il y a des choses à faire qui peuvent être sympas, après sur des carnavals, enfin je délire sur plein de choses, vous lirez le... Et puis il y a une autre partie, qui est une partie qui peut apparaître comme du terrorisme. Moi, j'appelle ça de l'héroïsme, ou en tout cas du terrorisme extrêmement doux, puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de violence. Mais c'est le moment où tu te dis, on a tout essayé démocratiquement, on a fait je ne sais pas combien de manifs, on essaie de créer des médias indépendants, on fait des livres, on dit à quel point c'est scandaleux, on a 70% des Français qui sont opposés à la politique de Macron, ils devraient déjà être destitués, etc. Tout ça n'est pas respecté. Donc, à un moment donné, ça veut dire que les gens qui sont en poste, que ce soit les milliardaires, hein, qui gèrent l'oligarchie actuelle ou le gouvernement macroniste qui ne sont que les marionnettes, et en tout cas que les porte-drapeaux de cette oligarchie-là, ces gens-là ne se sentent pas menacés, ils ne se sentent pas vulnérables, ils se sentent dans l'impunité. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose pour qu'ils sortent de cette sensation d'impunité. Voilà. Je dis que ça. Mais sortir de la sensation d'impunité, je vous pourrais raconter la fiction, tant pis, on va me dire incitation à la violence si vous voulez, machin. Je m'en fous. Pas d'incitation à la violence. Non, mais c'est pas l'incitation à la violence, c'est l'incitation à la réflexion, incitation, tu vois. C'est qu'à un moment donné, bah, tu prends Bernard Arnault, il a 6 gardes du corps, hein, c'est compliqué, mais tu prends quelqu'un qui est un peu moins protégé, tu le mets dans un fourgon, tu l'amènes au milieu d'une forêt, dans le Vercors, si tu veux, loin de tout. C'est une fiction, hein. Ouais, c'est une fiction, on est bien d'accord. Hein. Et tu le sors, tu le mets au milieu de cette forêt-là, tu le fous à poil,
Et puis tu le laisses là, puis si tu veux, tu discutes un peu avec lui, pour pas qu'il soit trop tout seul, tu lui parles de politique sociale, de justice fiscale, etc. Et tu le laisses, tu vois, et il se démerde, quoi, tu vois. Il se démerde pour revenir, retrouver une route, à poil, l'hiver, machin. Ou alors tu le largues à 5 km des côtes bretonnes, c'est la deuxième version, tu le fous dans l'eau, tu lui mets une montre pour que, voilà, si tu vois qu'il flanche, tu vas le récupérer, pour pas qu'il crève, tu vois. Mais tu l'obliges à faire les 5 km pour rejoindre et à réfléchir un petit peu, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, ils vont se dire, ah, on peut plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on a passé le seuil. C'est-à-dire que la violence qu'on exerce sur ces gens-là, qu'on ne voyait pas et qu'on fait tout pour ne pas voir, parce qu'on est dans nos bureaux, dans le plafond de verre, etc., elle est réelle et là, on me la restitue. Voilà, on me restitue cette violence et on me la restitue directement. Ce qui n'arrive pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la violence qu'ils exercent, elle ne l'auraient jamais restituée. Tu vois ? Et moi, je suis désolé de dire ça, mais j'ai l'impression que si à un moment donné, tu passes pas et tu les fais pas se sentir vulnérables, il n'y aura pas de basculement, il n'y aura pas de changement et on n'arrivera à rien, quoi, tu vois ? Mais il faut coupler ça avec des vraies luttes citoyennistes, positives, proposant des modes de vie intéressants, proposant des modes de vie chaleureux et conviviaux, mais aussi de dire, l'ennemi, à partir du moment où l'ennemi, il ne bouge pas, il ne change pas, il continue à t'exploiter, il continue à te mépriser, il continue à t'humilier, il continue à exercer sa violence systémique, ça c'est une violence systémique, et à un moment donné, il faut arrêter d'être un pur bisounours, quoi. Tu peux pas, quoi, tu vois, voilà. Moi, en tout cas, j'en suis à ce point-là, quoi, tu vois. Et c'est de se dire, voilà, tu vois, je vais pas dire, c'est pas action directe, on va les prendre, on va les buter, tu vois. Mais dans action directe, il y avait cette logique de dire... Direct. On fait une action directe. Tu sais qu'action directe, le terme vient... Après, ils ont monopolisé ce terme, mais l'action directe, c'est une action militante directe, on t'occupe un bâtiment. Et il faut revenir à des choses inventives de cet ordre-là, quoi, tu vois. Alors, est-ce que c'est des patrons, est-ce que c'est le gouvernement, est-ce que, tu vois, quand on a enfoncé la grille de Benjamin Griveaux, c'est bizarre, mais Benjamin Griveaux, là, maintenant, il va faire les européennes, tu vois. Il a plus trop envie de... Pas la mairie de Paris, lui ? Si, ouais, il veut postuler à la mairie de Paris, oui, bien sûr, pardon. Donc tu te dis, tu vois, on l'a su, hein, le MEDEF, il a commencé à péter les plombs après le 8 décembre, il a appelé en disant on lâche tout, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent que ça y est, on passe à un stade de vulnérabilité. Et tant qu'on passe pas à ce stade-là, voilà, donc moi, je suis juste un écrivain de SF, je fais de la fiction, voilà, je suis pas un gourou, je suis pas un politique, je suis pas... Voilà, je milite, mais en tant que citoyen. T'as vendu combien de livres ? Simplement, là, sur l'art, on doit être à 300 000, là, aujourd'hui. Sur la zone, on doit être à, je sais pas, 100 000, plus de 100 000. Voilà, mais je suis un petit auteur, comme il y en a. Tu payes tes impôts en France ? Ouais, bien sûr, voilà. Ouais. Puis je paye tout, en plus. Hein. Et puis pas des taux à 5%, hein, tu vois. Dès que tu passes des seuils, tu payes bien, quoi. Non, moi, je veux surtout pas, je paye tout, je veux pas faire de défiscalisation, je rate pas les défiscalisations, machin. Je trouve que c'est normal de payer. Ma femme est prof, elle est payée par l'État, comme beaucoup de travailleurs sociaux ou d'éducation. Et donc, voilà, c'est normal, il faut payer ses impôts, il faut permettre aux gens d'exercer. Jérôme Cahuzac, qui va pas faire de prison autre qu'un bracelet électronique sur la côte corse. Condamné à 4, 2 fermes, 2 avec un petit bracelet. C'est la justice des copains. De toute façon, Foucault le montrait très bien. La justice, c'est un rapport de force, quoi. C'est-à-dire que c'est la façon dont les dominants, il dit quelque chose de très beau, je trouve. Quand ils passent une loi, ils définissent pas ce qui est légal et illégal. Ils gèrent les illégalistes. C'est-à-dire qu'ils définissent déjà la façon dont tu vas pouvoir contourner la loi. Voilà. Comment tu vas pouvoir gérer l'illégalité pour que ça passe, tu vois ? Et dès les amendements, dès la loi passée, etc., les amendements sont faits pour ça, les lobbying travaillent là-dessus, et ils passent des lois qui permettent de contourner de façon intéressante. Donc c'est une gestion de l'illégalité. Donc tu ne peux pas attendre de la justice qu'elle te sauve, tu vois ? Tu ne peux pas attendre de la justice qui est quelque chose qui est créé généralement par les dominants, qu'elle vienne... Il ne faut pas avoir de naïveté là-dessus, voilà, c'est sûr, tu vois ? Je veux dire, un gars qui vole 100 € dans une épicerie, s'il est attrapé, il va faire 3 mois ferme, tu vois ? Et pas dans les conditions de Cahuzac, quoi. Donc, quand tu vois Carlos Ghosn qui fraude à peu près, je crois que c'est 150 millions ? Non, pardon, pas milliards, pardon. 150 millions Si tu parles en yens, c'est bon. Ouais, d'évasion fiscale. Il sera heureusement qu'on a les Japonais, mais si tu fais ça en France, il sort le lendemain, quoi. Il n'a pas été encore condamné. Ouais. Présomption d'innocence. Ouais, présomption d'innocence, voilà. Mais si tu veux... Et ils le savent. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'impunité totale dont bénéficient ces gens, c'est-à-dire que s'ils se font prendre la main dans le pot de confiture,
de toute façon, ils vont payer une prime. Donc, vu tout ce qu'ils ont volé avant, c'est pas grave. Ce qu'il faudrait, c'est les coller vraiment 5 ans en prison, ferme. Et prendre tous leurs biens. Et prendre tous leurs biens. Non, mais ça serait la base, quoi, vraiment. Moi, je pense que vraiment. Et là, mais il suffit de le faire une fois, même. Hein. Tu fais une fois, ça a valeur d'exemple pour tous ces... Ils n'ont pas envie de renoncer à leur confort, ces gens-là. Hein. Peut-être leur pouvoir. Ah bah, tu perds tout. Tu perds ton pouvoir, tu perds ton confort, tu perds l'argent, tu perds ton réseau d'influence, tu perds tout. Donc, si on t'incarcère 5 ans, tu le fais 1 ou 2 fois, ça suffit. Tous les patrons, tu vas voir que l'évasion fiscale, elle va... Mais on le fait même pas, tu vois. Donc, le système est totalement perverti, ouais, c'est sûr. Tu votes? Ouais, je vote. Je considère que c'est le plus bas niveau d'action politique, mais que ce plus bas niveau, on doit quand même le faire. C'est-à-dire que voter une fois tous les 5 ans, c'est un acte dérisoire, ça te prend 5 minutes, ça change quasiment rien, parce que tout est manipulé de façon systémique. Comment on fait pour mais quand même, il faut voter, parce que moi, je considère que voilà, ça fait partie, c'est un acte politique quand même. Comment on fait pour manipuler les gens, pour leur faire voter ce qu'on veut et, comment on fait pour lever des légions de castors? C'est... la technique principale, je trouve maintenant, bon, déjà tu pars de la base que, moi j'ai vu ce chiffre récemment, c'est vraiment intéressant, 60% des gens ne lisent jamais une actualité politique, ne s'intéressent absolument pas à la politique, tu vois. Donc quand on parle tous les deux, on est déjà des gens surinformés, qui lisent énormément de politique, qui savent ce qui se passe, etc. Pour 60% des gens, il n'y a absolument aucune espèce d'intérêt, ils ne lisent aucun article politique. Donc ces gens-là, ils vont voter quand même. Donc il y en a évidemment qui sont dans l'abstention, mais sur ces 60%-là, il y a certainement 30% quand même qui votent, puisque le taux d'abstention à la présidentielle, je crois que ça doit être 30 ou 35. Donc, ces gens-là vont voter. Comment ils votent, tu vois? On ne se pose pas la question, quoi. C'est ce fameux Marais, c'est ce fameux... ces gens-là, ils vont voter sur des affects extrêmement simples, quoi. La gueule du candidat, sa jeunesse, sa beauté, ce qu'ils ont entendu à droite et à gauche, mais de façon très superficielle, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas les journaux, ils lisent les titres, bon. Et ce que tu vois en tout cas, c'est que, moi je prends toujours cet exemple parce que ça me rend fou. Tu prends Macron, mais c'était pareil sur Hollande, j'avais vu les mêmes chiffres, c'était pareil sur Sarkozy, les 3 présidents c'est la même chose. Quand ils viennent d'être élus, il y a 2 tiers des Français qui sont favorables au président. 2 tiers, hein. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, est-ce que vous avez confiance de vos présidents? T'as 2 tiers, même s'il n'y a que 52% ou 50%. Bon. 2 tiers. Tu fais le même sondage, tout d'un coup, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard. Tu te retrouves à 1 tiers. En gros, hein, je te fais grossièrement. Donc, il y a 1 tiers des Français, il y a 1 Français sur 3 qui a voté, qui 1 an plus tard se réveille et se dit « Mais c'est qui ce connard qu'on a élu à la présidence de la République ?» D'accord? Macron, si tu t'es informé, tu savais exactement ce qu'il allait faire, il l'a dit, il l'a fait, il n'a même pas trahi ses promesses, il a vraiment fait ce qu'il a dit, tu savais d'où il venait, tu savais qu'il était banquier, tu savais que bon... Donc, ce tiers-là, c'est lui qui fait l'élection, c'est lui qui fait passer Macron, et c'est lui le baiser, puisque 1 an après, il dit « Mais attendez, mais c'est pas possible, quoi. » Tu vois? Voilà. Et ce tiers-là, c'est ce tiers-là qu'on manipule par les médias, et les médias qui sont détenus. Macron, c'est super intéressant. Tu lis le bouquin de Branco, comment il a été construit, quoi. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucun mérite, d'accord? Il est né d'une haute famille, il fait les grandes écoles de la République, mais parce qu'il est éduqué pour ça, il rate 5 fois les concours... il est tout à fait moyen, il rentre dans une banque, c'est un intrigant, c'est plus ou moins un séducteur. Bref, c'est un petit gars comme il y en a des tonnes. Moi, j'en ai vu des tonnes à l'ESSEC, des gens comme lui, quoi. Rien que le comportement, la façon de se comporter. Quand j'ai vu Macron, j'ai l'impression de revenir à l'ESSEC et de mes 3 ans. C'est ce petit connard arrogant, tête à claque, t'as envie de gifler dès que tu les vois. Enfin, c'est vraiment des gens qui, pour moi, me sont insupportables, mais physiquement déjà, tu vois, au départ. Et ce gars-là, donc sans talent particulier... il faut lui construire un storytelling. Voilà, c'est là que c'est fort maintenant. C'est-à-dire que, comme les gens ne vont pas lire les programmes, ce tiers dont je parle là, ne lira pas les programmes, n'ira pas voir les meetings, regardera à peine les émissions politisées. Au mieux, ils lisent Gala, Paris Match, etc. Chez les coiffeurs. Et justement, Gala, Paris Match, etc. sont gérés par les fameuses Mimi Marchand, c'est-à-dire la responsable de la presse People que Macron a eu sous sa coupe grâce à Xavier Niel. Et elle va construire, je sais pas, ils disent à peu près 40 couvertures quand même sur 8 mois, autour de cette pipolisation, Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Et là, tu as un storytelling qui est génial, parce que tu as une femme âgée, un homme jeune et beau, moi je ne trouve pas beau du tout. Ouais. Enfin bon, beaucoup plus âgé que lui. Un homme qui est jugé beau, moi je le trouve horrible, mais qui peut être considéré comme dans les canons d'une beauté de genre idéal.
Donc ça fait triper les femmes de plus de 40 ans, 50 ans, tu vois. Ça fait un couple un peu original, donc on a un élément de storytelling intéressant, le couple qui s'aime, cette prof de théâtre français qui l'a repéré, qui a vu que c'était un... Après, tu as le deuxième storytelling qui est Mozart de la finance. Donc, alors que le gars, bon, il a juste fait une fusion-acquisition, comme on en fait des tonnes. Et tu bâtis, voilà, le storytelling. Donc il faut toujours, dans le storytelling, en tout cas, faire croire que ce président est méritant. C'était pareil pour Sarkozy. Hein. Sarkozy, qui vient des hautes familles, etc. C'est un immigré hongrois, il s'était fait tout seul, c'est un self-made man, il s'est battu. Il a échoué beaucoup en politique, mais il s'est battu, il arrive au bout de... Et encore, à la rigueur, Sarko, effectivement, il a fait un long chemin pour arriver. Le storytelling de François Hollande, c'était « on a un homme normal ». Il a fait un régime. Voilà, il a fait un régime, mais surtout, il est banal, il est comme nous. Il vous comprend parce qu'il est comme nous. Tu sais, moi, quand je fais de la série télé et quand je fais des livres, Aristote t'apprend une chose quand tu bâtis un personnage, et donc quand tu fais du storytelling, c'est tu vas bâtir un personnage, il faut que tu crées l'identification au personnage, donc au président. Tu as deux façons de le faire, tu as deux grandes façons. Soit tu fais l'identification par admiration, on appelle ça. Par familiarité. Voilà, tu connais ça. Voilà. Et donc, admiration, c'est quoi? C'est tu présentes un personnage qui a des qualités que tu aimerais avoir, qui te fait rêver, typiquement le super-héros. Voilà. Et puis par familiarité, c'est quelqu'un qui est comme toi. Donc Hollande, il a choisi l'identification par familiarité. Ça marchait. C'est rare que ça marche, parce que généralement, on fait par admiration. Donc, quand tu as quelqu'un qui n'a absolument rien fait, qui n'a rien prouvé, qui est finalement assez médiocre dans le cadre d'où il vient, Macron, il faut inventer des choses. Donc, tu inventes des expressions comme Mozart de la finance, tu fais croire qu'il a été ultra brillant, qu'il s'est fait tout seul, etc. Alors qu'il a été entièrement construit par le soutien de notamment Xavier Niel, Bernard Arnault, donc des grands milliardaires français, quoi, tu vois, qui l'ont construit, qui l'ont amené là où il est et qui ont préparé toute la campagne médiatique pour le porter avec ce storytelling de quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a émergé tout seul et puis qui a ce magnifique couple avec Brigitte Macron. Donc tu bâtis un storytelling et c'est tout ce que les gens vont retenir parce que l'intérêt d'un récit, c'est qu'il favorise la mémorisation. Pourquoi dans les espèces humaines, dans les tribus, il y avait deux grandes choses en littérature, c'est la poésie parce que le retour de la rime te permet de mémoriser. Le chant. Le chant, bien sûr, et tu as le récit parce que le récit, comme c'est une conduite linéaire, si on te raconte une histoire, tu vas retenir beaucoup mieux l'histoire que si on te raconte un programme politique avec des thèmes, tu vois. Si je vous raconte une anecdote, vous allez retenir l'anecdote, alors que je vous ai théorisé un truc très compliqué que vous n'allez pas retenir. Donc, quand tu as un président qui se présente, il faut créer cette toute petite ligne narrative qui est généralement très simple, hein, tu vois. L'émigré hongrois qui a réussi, qui s'est fait tout seul, le Mozart de la finance, ultra brillant, qui a réussi tous les concours de la République, et qui a cette magnifique histoire d'amour avec sa femme plus âgée que lui. Et ça suffit à passer, tu vois, t'as pas besoin de faire beaucoup plus, quoi. Puisque les gens vont pas aller chercher l'information, vont pas détailler les programmes. Il n'y avait pas de programme, de toute façon, Macron, il a fait le programme tout à la fin, il sait que ça sert à rien, c'est pas avec ça qu'il va gagner, tu vois. Donc, Tu connais la chaîne, notre chaîne? Ouais. T'as vu quoi de ce qu'on a pu produire? J'ai vu Stigler, que j'adore, que je trouvais extraordinaire sur l'analyse des technologies. J'ai vu Schneiderman, qui montre justement... comment fonctionne le journalisme aujourd'hui en France. J'ai vu les deux très très bons Thinkerview de Juan Branco. C'est tout le premier que j'avais adoré. J'ai vu celui de Bégodeau. Ouais, j'en ai vu un certain nombre. On va parler de ton bouquin un peu maintenant. Ouais, c'est vrai. Parce que là, comment il s'appelle, Les Furtifs? Les Furtifs. Pourquoi les furtifs? C'est quoi? Pourquoi les furtifs? C'est une petite bête qu'on chasse? Ouais, c'est des êtres... donc, dans le livre, donc ça se passe en 2040, c'est en France... dystopie ultralibérale, justement, où les villes ont été rachetées. Toutes les villes intéressantes ont été rachetées par des multinationales, parce qu'elles avaient emprunté sur le marché bancaire international et sont tombées en faillite. Donc, ce qui permettait aux multinationales de les racheter. Et toutes les villes intéressantes, donc par exemple, Paris a été racheté par LVMH, parce que c'est la ville du luxe. Cannes a été racheté par la Warner, parce que c'est la ville du cinéma. Lyon est racheté par Nestlé, parce que c'est la capitale de la gastronomie, donc ça s'appelle Nestlyon. Et puis, voilà, ça se passe à Orange, qui a été racheté évidemment par Orange. Parce qu'ils n'avaient pas à payer la marque, donc c'était plus intéressant pour eux. Et dans ces villes-là, tu ne payes plus d'impôts parce que c'est le principe ultra-libéral, donc tu as des forfaits. Tu as un forfait de privilège, premium ou standard. Si tu es standard, tu as accès en gros à 50% des rues de la ville, les avenues de la ville, des squares de la ville, des parcs de la ville. Donc tu te galères dans les embouteillages, tu vas dans les squares qui sont bondés d'enfants pauvres parce qu'ils sont comme toi. Et quand tu as un forfait de privilège, tu as accès à 100% de tout, donc tu passes par les avenues où les autres n'ont pas le droit d'aller. Parce qu'évidemment, tu as ta bague, hein, chaque citoyen a une bague, et cette bague, elle est géolocalisée. Donc, si tu rentres dans les zones interdites, automatiquement, tu as des amendes qui sont décaissées automatiquement sur ta bague. Au pire, si tu insistes, tu as des drones qui viennent te voir. Donc, voilà, tu es dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, qui est donc aussi hyper tracé, tu as des êtres qu'on a découverts, que l'armée a découvert, qui s'appellent les furtifs.
Donc, qui sont des êtres vivants, à la fois végétaux, minéraux, animaux, quoi, qui sont un peu à la croisée des règnes, comme ça, et qui ont la capacité de métamorphose permanente et qui vivent dans l'angle mort de la vision humaine. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis, on se rend compte qu'ils sont là depuis des centaines de millions d'années. Ils ont développé cette faculté furtive de se placer toujours à l'endroit où tu ne regardes pas. Par exemple, là, s'ils étaient dans ce studio, ils seraient ils seraient dans le coin du plafond, là on ne regarde pas, ou derrière ma chaise. Et pour moi, c'est la plus haute forme du vivant. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler là-dessus. C'est qu'est-ce que ça veut dire être vivant et qu'est-ce que c'est les plus hautes formes possibles du vivant. Donc c'est l'incarnation de ça. Et évidemment, c'est l'envers de la société de traces et de contrôle, puisqu'ils ne laissent jamais de traces, et puisqu'on ne peut pas les localiser, les repérer, et qu'ils échappent toujours à la vision humaine, sauf les rares fois où tu peux, par miracle, les voir, et dans ce cas-là, ils se figent, ils se céramifient à très haute température, ils se figent dans une forme qui n'est pas analysable par les scientifiques, et qui fait que l'espèce ne peut pas être redupliquée, comprise, dévoilée. Donc c'est une sorte de syndrome de la gorgone, j'appelle ça. Voilà, donc c'est ce monde-là. Et dans ce monde-là, tout simplement, l'histoire, elle est très simple. C'est un père qui part à la recherche de sa fille qui est parti avec les furtifs, quoi. Et qui devient chasseur de furtifs pour essayer de la retrouver. Si je te dis la force de surgir et l'art de disparaître, ou si je te dis la force de disparaître et l'art de surgir. Ah, c'est beau, ça. Toi. Ah bon? Ah, c'est bien, hein. J'écris bien. C'est marrant, ça me fait penser à la physis des Grecs, ce qui a donné le mot physique et nature. Il dit ça, c'est l'art de l'éclosion. C'est tout d'un coup quelque chose éclos, qu'on n'attendait pas. Et ça, je trouve ça très beau. Un signe noir. Ouais, un signe noir, le fameux signe noir qui est le logo de Thinkerview. Au début, j'avais pas compris d'ailleurs, donc j'ai été voir, hein, je me suis renseigné. Et ouais, je trouve ça très intéressant, cette idée de tout d'un coup un surgissement très, très, très puissant, complètement inattendu et qui modifie tout, quoi. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que le surgissement des furtifs, dans la révélation de l'existence des furtifs, crée un phénomène totalement révolutionnaire et insurrectionnel dans la société, quoi. Et on va vers ce que moi j'appelle du zoopunk. Tu vois, avant, c'était le cyberpunk. C'est-à-dire le délire de la SF pendant longtemps a été de dire, en se couplant avec les machines, en s'articulant avec les machines, en s'augmentant avec les machines, on va atteindre un stade d'émancipation ou de libération qui peut être passionnant. Ça a été longtemps je dirais, le paradigme en SF et l'espèce de ligne de fuite, de désir de la SF qui a culminé avec le transhumanisme. Et je crois qu'il y a un basculement, et moi, mon livre, je pense, fait partie de ce basculement, où on va revenir à une façon de renouer avec le vivant. C'est-à-dire que c'est le couplage avec le vivant, retrouver des hybridations avec le vivant. Donc zoopunk, biopunk, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui est peut-être la nouvelle. Et ça va avec les courants écologiques actuels aussi, qui sont des courants qui essayent de se réinsérer l'homme dans le tissu du vivant et de recomprendre qu'on fait partie de cette immense sphère du vivant et qu'on arrête de la piller, de l'exploiter, de l'extraire. Donc c'est un peu tout ça, voilà, les furtifs. Ouais, c'est un peu... Si tu devais laisser un conseil pour les jeunes générations... Waouh, toujours très difficile ça. Ouais, je crois. Bon, déjà, la première chose, c'est que... Tu la connais, cette question. Oui. Et c'est intéressant de la poser, et en même temps, faut toujours s'en méfier quand on est, nous, la personne qui doit la... Parce que dès que tu as une petite position publique ou une petite position où les gens t'écoutent ou te lisent ou regardent tes films, etc., on va avoir tendance à te demander voilà, des pistes ou de porter des valeurs. Bon, moi, voilà, j'ai envie de dire, ok, je peux vous donner des pistes, mais évidemment, le travail et d'émancipation et de libération et de réflexion, c'est toujours aux gens de le faire. Et je pense que le roman, pour ça, est quelque chose de fabuleux, parce que c'est un art où tu ouvres le crâne des gens, tu leur imposes pas les choses, tu leur permets de passer par des affects, des percepts, des concepts très, très intéressants, mais tu fermes rien. En tout cas, moi, j'essaie de rien fermer. Donc le conseil que je donnerais aux nouvelles générations, malgré tout ça, une fois que j'ai dit tout ça... Jeune génération. Ouais, jeune génération. Moi, j'ai un public en plus qui est jeune, et ça, c'est un vrai bonheur de découvrir ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est l'énergie de mes livres, je ne sais pas si c'est le côté optimiste ou positif que j'essaie de porter dans mes livres qui fait ça, mais en tout cas, j'ai un public très jeune qui vient à la table, qui vient dédicacer, et ça, c'est super. C'est super parce que je trouve que c'est à eux qu'on doit s'adresser d'abord, c'est eux qui vont changer le monde, c'est plus nous. Moi, j'ai 49 ans, je vais continuer à me battre, mais je dirais que je suis déjà sur la mauvaise passe. Moi, j'ai envie de leur dire, méfiez-vous à bloc du techno-cocon. Voilà.
On vous a accouché, vous êtes accouché dans le technococon. Vous êtes la génération digitale, vous êtes la génération qui est née avec Internet, qui est née avec tous ces outils. Ces outils sont extraordinaires pour accroître votre pouvoir sur le monde, pour faire aux machines des choses. Mais n'oubliez jamais que tout accroissement de pouvoir peut se payer d'un déficit de puissance ou d'un appauvrissement de votre puissance. Si tu définis la puissance par la capacité de faire toi-même les choses, quoi, vraiment. De faire toi-même les choses avec tes capacités cognitives, ta mémoire, ton imagination, ta capacité de création, ton corps, etc. Donc de se dire, attention, quand on vous propose un pouvoir technologique, on vous propose de déléguer à la machine, d'externaliser vers la machine, vers l'appli, vers le logiciel, des choses que vous pourriez peut-être faire vous-même, posez-vous la question de ce que ça vous appauvrit en termes de puissance, parce que c'est vos puissances personnelles qui vont vous libérer, c'est vos puissances personnelles qui vont faire de vous quelque chose d'heureux, d'émancipé, qui vont vous faire atteindre aussi une forme de joie, de bonheur. C'est parce que vous allez utiliser ces puissances qui sont en vous et vous allez vous battre avec elles. Si vous déléguez, si vous externalisez, si vous cédez à cette espèce de pente naturelle mais qui descend, ce fameux nudge, le petit coup de pouce qu'on te donne pour aller vers la facilité, si tu cèdes à ça, tu t'auto-aliènes tout seul. Voilà, mon grand délire dans les furtifs, c'est ça. C'est à un moment donné, j'ai défini une espèce de jeu de mots complètement fou, un peu débile, mais que je trouve finalement assez fort. Je dis, voilà, on est dans le self-service, c'est-à-dire que le CER, tu l'écris SERF, quoi, c'est-à-dire dans l'auto-servage, l'auto-aliénation. C'est le vice de l'auto-aliénation. Et aujourd'hui, les GAFA, par exemple, mettent en place un ensemble d'outils qui vont maximiser ta capacité à t'auto-aliéner. Ils ne t'imposent rien, en fait, en réalité. Personne ne te met un flingue sur la tempe, personne t'ajuste avec un lanceur de balles, quoi. Tu vois, ces outils, on te les met à disposition. Mais ces outils, si tu ne fais pas gaffe, ils vont te permettre d'optimiser l'auto-aliénation que tu vas créer sur toi-même, tu vois. Et c'est la force de ce système-là, c'est qu'on arrive à un moment où c'est même plus le contrôle, c'est même plus la trace, c'est que tu vas toi-même empoigner les outils qui t'auto-aliènent parce que on te vend de la commodité, on te vend de la loi du moindre effort, on outille tes peurs, tu vois, on conjure tes peurs, on conjure tes angoisses avec toute cette bulle, quoi, d'outils autour de toi. Donc moi j'ai envie de dire, voilà, soyez conscients de ça, soyez très conscients de ça, n'hésitez pas à aller vers le dehors, n'hésitez pas à déchirer le technoconco, n'hésitez pas à aller vers l'altérité, c'est-à-dire aller vers des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas votre couleur de peau, aller dans les pays étrangers, allez vous confronter, allez voir la ZAD ce qui se passe, allez voir tout un ensemble de gens qui ne font pas partie de votre communauté, continuez à vous confronter à ce qui n'est pas vous, quoi, voilà. Sortez des familiarités et c'est là que vous allez grandir, c'est là que vous allez devenir plus noble. Ça va accroître le volume intérieur de ce que vous êtes. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Il faut constamment aller essayer d'ouvrir ce volume intérieur et sortir de sa zone de confort. Ah ouais. Alors, question Internet, parce qu'on t'a pas fait les questions Internet. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Oh, moi, j'ai rien à cacher » ? Ah, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Il faudrait faire un bouquin juste pour répondre à ça, quoi. Bon, ça c'est une absurdité totale. Hein. Il faut vraiment. C'est comme les gens qui disent non mais la technologie c'est neutre, tout dépend de ce qu'on en fait. Bon, ça c'est complètement aberrant. Bon, la première chose, pour moi c'est un vrai délit de solidarité de dire ça. C'est-à-dire qu'il se peut que toi, aujourd'hui, dans la société où tu es, et à un moment T, hein, parce que c'est toujours un moment T, tu n'aies rien à cacher. Mais dis-toi que la personne qui est ton pote, ta mère, peut-être ton fils, peut-être n'importe qui, ton patron, quelqu'un que tu aimes bien, etc. Il est peut-être homosexuel, il est peut-être juif, il est peut-être handicapé. Pardon ? Il a peut-être le sida. Il a peut-être le sida, etc. Et lui, il a peut-être des choses à cacher, quoi. Et si toi, tu n'as rien à cacher, ça veut dire que tu le laisses, lui, s'exposer à la lumière, et tu le laisses souffrir du panoptique, et tu lui laisses dans sa merde, avec la possibilité qu'on le discrimine, à cause de ce qu'il pense, à cause de sa sexualité, à cause du fait qu'il est trans, à cause du fait qu'il est noir. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut discriminer quelqu'un, dans 1000 types de gouvernements possibles, quoi. Donc toi, tu n'as peut-être rien à cacher, mais dire ça, c'est que tu es un putain d'égoïste, quoi. Et que tu ne penses pas à tous les gens qui peuvent avoir quelque chose à cacher et qui doivent laisser des choses cachées parce que c'est leur vie privée, quoi. Et la deuxième chose, c'est que tu peux ne pas avoir quelque chose à cacher aujourd'hui, en 2019, en France, et encore, ça se discute vraiment. Mais peut-être qu'en 2027, quand Marion Maréchal Le Pen sera élue, là, tu vas te retrouver alors que tu ne pensais pas avec beaucoup de choses à cacher, quoi. Voilà. Et ça, tu ne l'avais pas compris, tu ne l'avais pas anticipé parce que tu es juste le nez sur ton époque et en croyant vivre en démocratie. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même hallucinant. Et puis même sur le fond, ontologiquement, je pense qu'on a toujours quelque chose à cacher au sens où voilà, on a des choses extrêmement intimes. Un secret, des choses extrêmement intimes de sa famille, de sa vie, de sa sexualité, voilà, et ces choses-là, il faut pouvoir les protéger. C'est le droit le plus élémentaire de pouvoir protéger les choses que tu considères comme extrêmement précieuses, quoi, parce que c'est ta vie, quoi. Alors, autre question Internet. Comment se rééduquer et arrêter d'utiliser le contrôle horizontal ?
Ouais, ça c'est une belle question. Hein. Ça c'est une très belle question, quoi. C'est une très belle question parce qu'elle est corrélée à l'incertitude, à l'acceptation de l'incertitude, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes que tu ne sais pas, ce que l'autre fait, que tu ne sais pas si ta femme te trompe, que tu ne sais pas ce que ta fille, si elle fume si elle sniffe de la cocaïne ou pas, et qu'à un moment donné, il faut accepter de ne pas le savoir, quoi. Et ça, c'est une magnifique démonstration de liberté que tu fais, et c'est un magnifique don de liberté que tu fais à tes proches si tu... Tu leur fais confiance. Ouais, tu leur fais confiance. Et même sans leur faire confiance, tu leur laisses la liberté. Peut-être qu'elle sniffe de la cocaïne. Ok, c'est son choix, c'est sa liberté, elle peut le faire, quoi, tu vois. Et c'est un vrai don que tu fais aux gens. Donc ça, c'est une façon de conjurer. Mais c'est de l'éthique, hein, c'est vraiment, ça relève de l'éthique, ouais. Alors, autre question Internet brute. L'espionnage du Big Data, alors je dirais, l'espionnage par le Big Data est-il le même par les Américains et par les Chinois? Pas d'interrogation. Ça, j'en sais absolument rien. Je sais pas. Okay. Je pense que la NSA est quand même très puissante, mais je pense que les Chinois n'ont rien à envier. Ouais, les Chinois, attends, c'est la NSA, mais la chinoise. Hein. Tu vois le délire. Autre question Internet. Quand est-ce que le regard sur la surveillance a changé? Depuis quand est-ce acceptable de regarder le téléphone de sa copine? Ouais, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a des moments de basculement, mais qu'on ne voit pas. C'est fait partie de ces micro-événements, de ces micro-modifications sociétales qu'on ne voit pas. Il y a énormément je crois qu'on ne peut plus compter le nombre de couvertures qu'il y a sur on est tous fichés, il n'y a plus de vie privée, etc. Ça devient même une espèce de marronnier de la presse, quoi. Très régulièrement, ça revient. À quel moment c'est devenu acceptable? J'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, c'est acclimaté, ouais, aujourd'hui. Une question. Comment tu gères l'éthique dans tes livres? L'éthique autour de la science, autour de la technologie. Est-ce que toi-même, tu as une éthique? Ouais, bien sûr, mais tu la gères par tes personnages. Moi, j'ai des romans qui sont des romans polyphoniques, c'est-à-dire qu'il y a souvent 6, 7, 8 personnages qui s'expriment à la première personne et qui portent chacun une vision du monde, qui est souvent différente, variée, même si ça fait une sorte de constellation qui peut-être est relativement homogène au final. Et chacun de ces personnages, par leur comportement, c'est ce que l'éthique, elle se fait dans les actes, dans un roman. C'est la façon dont agissent mes personnages qui définissent leur éthique et qui portent les valeurs que j'ai envie de porter, quoi. Donc, question Internet. 1984, point d'interrogation. Le meilleur des mondes. V pour Vendetta, Minority Report. Bienvenue à Gattaca. Ouais. Ou le tout à la fois. Ouais, je dirais tout à la fois quand même. Et il oublie Matrix, là, non? Il a oublié Matrix. Ouais, Matrix quand même. Matrix, c'est quand même une des meilleures lectures métaphoriques de la société, quand même, hein, je trouve. Je dirais, bienvenue à Dakar, on n'y est pas encore, mais même si on a... on n'est pas loin. Hein. Laurent Alexandre, quand même, séquence le génome, donc on peut s'attendre à ce que ça arrive. Mais Meilleur des mondes, bien mieux que 84 en réalité. Hein. On est beaucoup plus proche du Meilleur des mondes. Pour moi, le Meilleur des mondes est beaucoup plus juste dans l'anticipation, finalement, que 84. Ouais. Vous pensez quoi de la SF japonaise, Ghost in the Shell, Akira? Ouais, c'est super. C'est super. Moi, je trouve que... pour moi, Ghost in the Shell, c'est le premier grand mythe contemporain qu'on ait eu. Il y a un pur son avec. Oh là là, c'est magique. Mais parce que c'est la première fois qu'on a dit que dans l'océan d'information dans lequel on baignait, pouvait émerger un être qui s'auto-crée, quoi, qui se sort lui-même de l'océan d'information, doté de toutes les capacités que cet océan d'information a pu créer, et que le rêve de cet être-là, c'est de s'incarner, c'est de trouver la chair, quoi. Et ça, c'est génial pour nous, quoi. Tu vois, c'est ce pur être d'information. Et son rêve, c'est de s'incarner, quoi, tu vois. Et ça, ce mythe-là, il est magnifique. Je trouve que c'est un des rares mythes modernes qu'on ait. On n'a pas beaucoup, hein, des mythes modernes. Celui-là est un vrai mythe moderne. Ouais. Autre question Internet. Comment essayez-vous, par vos histoires, de transformer notre regard du monde, notre manière de regarder la technologie? Est-ce que vous essayez de faire passer des messages? Oui, bien sûr, ouais. Enfin, je pense que si tu lis mes 3 livres, c'est très clair. C'est de la vraie... Enfin, pour moi, c'est vraiment de la littérature engagée. Sans être bourrine, je pense, sans être donneuse de leçons, en tout cas, j'essaie de vraiment plus l'être. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où tu es lu, à partir du moment où tu as une responsabilité publique, ne pas porter de valeur, c'est criminel. Enfin, tu vois, si tu ne portes pas de valeur, bah, ça veut dire que tu cautionnes celle qui existe, quoi. Si tu penses que le système va bien, bah oui, continue à faire des livres, des romans d'amour qui se passent à Saint-Germain-des-Prés, tu vois, en 2019. Mais si tu considères qu'il faut changer quelque chose dans cette société, la moindre des choses, c'est de le mettre en scène dans tes romans, quoi. C'est de le mettre en récit, c'est de le mettre en affect, c'est de créer des personnages qui se battent, c'est de montrer des résistances, c'est d'imaginer des brèches, d'imaginer des fictions positives et
te donner envie, enfin d'être une machine de désir, quoi. Moi, je dis des fois, voilà, c'est quand tu rentres dans un livre, moi, mon rêve, c'est que quelqu'un qui rentre dans un livre et qui sort au bout des 700 pages, il s'est opéré une transformation d'énergie, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, putain, ça m'a donné la pêche ton livre, pour moi, j'ai gagné. Voilà, tu vois. Après, il peut me dire, le style est fabuleux, c'est poétique, tes personnages, je les adore. Très bien, ça va me faire plaisir. Mais vraiment, la chose la plus importante, c'est ça m'a donné de l'énergie. Voilà, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné envie de vivre, ça m'a donné envie de me battre, ça m'a donné envie de changer ce système, ça m'a donné envie d'être heureux, ça m'a donné envie de m'émanciper, de me libérer. Si ça fait ça, si le livre opère cette transformation d'énergie, alors c'est gagné, quoi. Voilà. Et elle s'opérera de façon très différente selon les gens, tu vois. Mais c'est le but de l'art pour moi, en tout cas, un des buts principaux de l'art, c'est d'être un transformateur d'énergie. Si tu vas voir un film et que tu ressors intact en sortant, t'as perdu ton temps d'aller voir ce film-là, quoi. Si tu vois une série télé, que ça fait juste te divertir et que tu ressors et que t'as pas un surcroît d'énergie, tu te sens pas un peu plus vaste, tu te sens pas un peu plus grand, tu te sens pas un peu plus volumique, t'as pas un peu plus d'énergie, bah c'est que l'art ne sert à rien, voilà. Donc, Question internet, comment réfléchissez-vous à la place des femmes dans vos romans? Ouais, ça c'est des questions qu'on me pose souvent. Au départ, j'y réfléchissais pas. Le premier roman, La zone du dehors, écrit à 22 ans, entre 22 et 25 ans, j'étais l'héritier, moi, d'une famille assez patriarcale. Mon père, assez costaud, assez macho, etc. Donc j'héritais de ça. Mon personnage féminin, qui est très beau, qui est un personnage super positif, qui est une sorte d'incarnation de la vitalité, qui s'appelle Boule de chat, il est vu uniquement à travers le fantasme et le désir du personnage principal. Donc le personnage féminin n'existe pas beaucoup et on peut vraiment considérer que c'est pas un grand livre féministe, tu vois. En tout cas, ça reste un livre très, très masculiniste. Puis progressivement, en grandissant, je me suis ouvert, j'ai rencontré aussi des filles, plus de filles, je me suis... ma part féminine aussi a grandi. Et là, je crois que le troisième est vraiment un beau livre sur cet aspect-là, parce que j'ai vraiment 4 personnages féminins qui sont chacune dans leur domaine vraiment des superbes, je trouve, hein, moi, des superbes persos, quoi, voilà, qui sont même plus intéressants que les persos masculins. Le livre est dédié à une femme? Ouais, à 3 femmes même, puisque c'est dédié à ma femme et à mes 2 filles, quoi. Moi, je suis au milieu de 3 filles, hein, donc ça aussi, ça m'a évidemment, beaucoup changé. Et puis moi, je suis avec une féministe depuis 14 ans, hein, donc je m'en prends plein la gueule constamment, quoi, donc sur ces thèmes-là, donc ça m'a fait aussi énormément changer. Mais moi, je viens de loin, hein, voilà, je viens d'un modèle qui était très patriarcal et que j'avais pas interrogé, quoi, tu vois. Donc j'ai fait le chemin, je trouve que c'est pas mal. Bien sûr, je suis encore loin du féminisme parfait et encore deux, trois pur. Ouais. Encore 2-3 questions internet. Quelle importance du jeu vidéo dans la politique? C'est intéressant. Nous, on a essayé de faire un jeu vidéo, voilà, Remember Me, l'ambition était de faire un jeu vidéo politique justement sur la société de Trace. C'est très difficile en fait, parce que tout médium, le jeu vidéo, le cœur du médium, c'est le gameplay, c'est les mécaniques de jeu. C'est les mécaniques de jeu qui transmettent la sensation. Et c'est très compliqué de faire un mécanique de jeu qui soit politique. Tu peux faire un décor politique, tu peux faire un univers narratif politique, tu peux faire des personnages politiques, mais ce qui va rester concrètement dans le joueur, c'est le gameplay, tu vois. Et c'est très compliqué de transmettre un affect particulier par le gameplay. Il y a un exemple qui est très connu et qui est génial, c'est l'exemple de Ico, qui est un jeu où tu tiens une princesse, tu dois sortir une princesse d'une espèce de forteresse, et si tu la lâches, tu perds. C'est-à-dire que tu dois toujours tenir la princesse. Et ce jeu te crée vraiment l'affect du lien. C'est-à-dire que quand tu joues, tu comprends ce que ça veut dire d'être lié à quelqu'un et de ne pas lâcher quelqu'un et de jamais le lâcher. Mais parce que le gameplay est corrélé au fait de la tenir et de toujours la prendre avec toi, tu vois. C'est le gameplay qui crée la notion de lien et qui te fait sortir avec cette notion de lien. Mais si tu n'as pas un gameplay qui est capable de créer un affect, tu ne peux rien transmettre. Nous, on a fait Remember Me. Moi, je te dis, quand je suis rentré dans le jeu vidéo, j'ai eu 3 ans, je me suis dit, je vais faire un jeu vidéo hyper politique, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais porter toutes les valeurs auxquelles je crois, ça va être révolutionnaire, machin. Au final, que dalle, ou très peu de choses, parce que oui, la narration est révolutionnaire, oui, l'histoire est révolutionnaire, oui, mais en réalité, le gameplay, c'est ce qu'on appelle les mêlées combats, c'est du combat, c'est ce qu'on appelle le traversal, c'est-à-dire escalade des murs, et il y a un tout petit gameplay un peu politique qui est le memory remix, tu remixes la mémoire des gens pour qu'ils changent de comportement. C'est 10% du jeu. Et ben ça marche pas, ça véhicule pas de l'intérieur par le gameplay. Donc c'est très compliqué de faire des jeux politiques, il y en a, hein, il y en a qui existent. Ton jeu vidéo préféré, c'était quoi? Le truc qui t'a le plus marqué? Moi, je suis pas du tout un joueur, tu vois, déjà. T'as jamais entendu parler de Mankind? Non. Starcraft, oui, ouais, je connais, mais bon, voilà. Moi, je joue très peu, hein. J'ai une console, mais je C'est quoi comme console? J'ai une PS3, ouais, que j'ai acheté au moment où j'ai fait le Remember Me, où je suis rentré à jouer. Parce que là, il m'a dit, faut que tu aies une console, faut que tu joues. En réalité, j'ai très peu joué, parce que
Je jouais plus avant, je jouais à Doom, des trucs comme ça, des trucs super bourrins. Moi, j'étais vraiment dans le jeu de divertissement, hein, mais dans le jeu même de défoulement. Moi, en réalité, les jeux auxquels j'ai plus joué, c'est les jeux de combat. Ken. Soul Calibur. Wow. Voilà, quand même. Et je jouais en arcade, je jouais pas mal en arcade. Et pourquoi ? Parce que pour moi, l'affect dominant du jeu, c'était le défoulement d'une sorte de violence intérieure, de colère intérieure, et ça m'aidait à défouler ça, quoi. Et ça reste le cas, des fois, je rejoue à Soul Calibur pour me défouler, quoi. Et je reconnais, voilà, c'est un affect que j'ai besoin des fois de sortir, ça m'évite de casser la gueule d'un flic, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça me... Donc je suis beaucoup de jeux de combat, un peu les jeux de foot, parce que j'adore le foot, mais sinon... Autre question Internet. Est-ce que vous êtes décroissant ? Et ça veut dire quoi pour vous ? Ouais, belle question. Oui, je suis décroissant, voilà, enfin j'essaye en tout cas de l'être. C'est quand même, voilà, c'est quand même compliqué, hein, tu vois, voilà. Tu manges de la viande ? Je mange de la viande, j'en mange beaucoup trop, parce que j'adore la viande. On m'a demandé mon plat préféré l'autre fois, j'ai dit côte de bœuf, quoi, tu vois, donc je pars de loin là-dessus. Après, bon, je suis absolument convaincu que si tu t'arrêtes pas la croissance, si tu l'inverses pas et que tu descends pas dans l'autre sens, on n'arrivera absolument à rien. Maintenant, c'est ultra difficile parce qu'on est né dans un niveau de confort tel que pour nous, c'était une régression. Il faut accepter de vivre la régression. Peut-être pour les nouvelles générations, ça va être plus simple, quoi, tu vois, mais nous, on est né avec tout, le robinet, le fait de bouffer la viande, je veux dire, 2 fois par jour, le fait de, tu vois, le fait d'avoir des bagnoles, l'électricité, tout le temps. Enfin, chauffage. Le chauffage, la climatisation. Tu vois, maintenant, toutes les bagnoles sont climatisées, quand même, ce qui est une aberration. Tu vois, avant, même moi, quand j'étais petit, tu suais dans la bagnole, et puis c'était très bien, c'était l'été, tu vois. Maintenant, on a tous la clim, et c'est très dur de... Donc, moi, comme beaucoup, je pense que j'ai la conscience de la décroissance, je suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire, et j'ai un mal fou à le faire. Même les voyages en avion, tu vois, me dire qu'il faut que j'arrête de... Là, on a été à Bali il y a 2 ans, c'était extraordinaire, c'était un voyage fabuleux. Mais j'ai cramé mon bilan carbone pour je sais pas combien d'années, enfin tu vois, parce qu'on était 4 à faire un voyage, tu vois. Et vas-y, renonce à ça, renonce au voyage, renonce au fait, au plaisir et à la bourgeoisie extraordinaire d'aller voir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres paysages, qui est quand même une liberté fantastique, quoi. Renonce à ça pour la décroissance, tu vois. Ben, moi, je sais que c'est la chose que j'aurais plus de mal à renoncer, c'est d'aller voir les autres cultures, tu vois. Par exemple, ça, c'est... je peux relancer, manger moins de viande, il y a plein de choses que je peux faire. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, j'ai pas de smartphone, je bouffe pas de métaux rares, etc. Voilà, je suis souvent déconnecté, bon, mais t'as toujours un truc qui est ton confort ou ton délire. Et là, on te dit, mais non, Alain, maintenant c'est fini, arrête de faire des voyages intercontinentaux. Et tu fais, ouais, c'est sûr quand même, je peux pas aller au Laos ou... tu vois. Donc voilà, oui, bien sûr, la décroissance, mais bon, il faut vraiment descendre dans le low-tech, la décroissance. Là, je travaille sur une série télé sur les migrants temporels, on est en 2004, comme ça, et je monte une société complètement décroissante. C'est une Antarctique qui est devenue une taïga. Et j'ai fait tout le système de l'univers, et sur la décroissance, avec des technos vraiment low-tech, avec... on ne peut pas accumuler l'énergie, tu vois, on n'accumule pas l'énergie. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir des piles, etc. Si tu veux avoir de l'électricité, tu pédales, ou tu vois. Et le principe, c'est qu'à partir du moment où tu accumules l'énergie, ça commence à être le bordel, et tu vas commencer à extraire, à tarir, tu vois. Donc j'essaie de travailler sur ces concepts, de les montrer, mais pour l'instant, je ne suis pas un modèle du tout. Hein. Moi, Tu as travaillé un peu sur la monnaie ? Très peu. Je voulais, dans les furtifs, travailler sur les crypto-monnaies. Je voulais travailler sur les monnaies fictives. J'ai un pote qui est sur un très beau projet de monnaie fictive, mais je n'ai pas encore développé ça. J'aimerais faire un livre vraiment sur l'argent comme un vecteur d'échange et ce que ça implique. Mais je ne l'ai pas fait, là. Ouais. La collapsologie, ça te parle ? Ouais, je suis quand même critique. J'ai beaucoup de soucis avec, au sens où voilà, le diagnostic est super. Moi, j'aime beaucoup Pablo Servigne, c'est un gars adorable et je pense très sincère. Maintenant, il arrive à la collapsologie ce qui s'est passé avec Marx et le marxisme, c'est-à-dire que ce que les gens commencent à en faire et les affects que ça mobilise, moi, me paraissent ultra dangereux. Voilà, c'est-à-dire que je reconnais, là, c'est le groin, tu sais, je reconnais là aussi des affects très religieux, apocalyptiques, une énorme complaisance aussi. Gourou. Pardon ? Très gourou. Ah ben très gourou, le deep, le new age, enfin tu sens tout ça derrière. Et surtout une énorme complaisance, c'est-à-dire cette espèce de fascination de dire tout va s'effondrer, tout s'en est dans la mer, tout va s'effondrer, etc. C'est censé provoquer un choc de conscience et des changements de comportement. Finalement, ça provoque le fait de se vautrer dans la complaisance, de dire de toute façon, tout va s'écrouler, en faites pas. Et en fait, ce qui va s'écrouler, c'est le modèle thermodynamique, quoi, tu vois, c'est l'épuisement des énergies fossiles, c'est ça qui va au bout d'un moment s'écrouler. Donc c'est le confort petit bourgeois dans lequel nous on est nés et qui est issu des Trente Glorieuses et dans lequel on se pavane.
nous les Occidentaux, parce que quand tu te parles aux intellectuels africains de la collapsologie, ils te disent, mais oui, en fait, vous allez vivre comme nous, quoi. C'est ça votre collapsologie, tu vois. Et là, tu fais, ouais, peut-être. Tu vas mourir à 50 ans. Voilà, non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on est dans un système hyper valorisé, on épuise la planète, nous, parce qu'on est les plus riches de la planète, nous les Occidentaux. Et à un moment donné, quand on lui dit, bah, les gars, il va falloir réduire la voilure, on lui fait, oh là là, c'est la catastrophe. Mais... Donc, je suis très critique sur ce côté. Et après, la deuxième chose qui me gêne, moi, dans cette forme d'écologie-là, c'est que moi, je suis vraiment sur le vivant. Moi, ce qui me passionne, c'est le vivant. Je crois profondément à la force de résilience du vivant. Je crois que le vivant va s'en sortira toujours. C'est-à-dire que... Tu mets l'homme dedans ou tu mets Oui, je mets l'homme aussi dedans, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, contrairement à ce que les gens disent, si le niveau de confort s'écroule complètement ou s'il y a des catastrophes naturelles, on le voit sur toutes les catastrophes naturelles, il y a une solidarité énorme. C'est-à-dire que les hommes retrouvent cette capacité d'empathie qu'on perd parce qu'on est isolé dans nos petites bulles de technococon, dans notre petit confort petit bourgeois. Et donc, on est, je dirais, l'espèce humaine, ou en tout cas, on est une modalité de l'espèce humaine la plus triste et la plus méprisable, au sens où on perd l'empathie, on perd la solidarité, etc. Mais parce qu'on n'est pas confronté à des situations qui génèrent non plus cette empathie. Ce qui fait qu'on veut surtout pas voir les migrants qui crèvent en Méditerranée, tu vois. Alors que si tout d'un coup on se tape une catastrophe, tu vois, les cataclysmes en Louisiane ou n'importe quoi, les séismes, tout d'un coup se génère une entraide colossale. C'est l'inverse de ce qu'on raconte. Les gens disent on va s'entretuer, ça va être l'horreur, ça va être sur la route, ça va être la route de... Non, ça sera l'inverse. C'est-à-dire qu'on va retrouver de l'empathie, on va retrouver le plaisir d'être ensemble, de se soutenir réciproquement, tu vois. Moi, je l'ai vu dans le Vercors, tu vois, j'ai vécu 4 ans dans le Vercors. Où ça? Chapelle en Vercors, tu vois. Oh, sérieux? Ouais, sérieux, ouais. Il y a un très bon centre équestre là-bas. Ouais, et tout à fait. Et j'ai découvert, tu vois, en vivant 4 ans là-bas, le simple impact du climat. T'as froid en hiver, il faut du bois, etc. Et ben, t'as tout un système d'entraide autour du fait d'avoir chaud, de passer du bois, le fait de partager une situation climatique dure pour tout le monde, ça crée un truc. Ça crée une empathie, ça crée le partage d'expériences communes. Et ça fait que moi, j'ai jamais eu autant de liens sociaux que là-bas, quoi, tu vois. J'ai gardé plein de potes du Vercors, qui restent des très bons potes, parce qu'il y a une vie sociale hyper forte, liée aussi au fait que le climat, il faut se sortir les doigts, tu déneiges, tu vas chercher le bois, tu vois. Et tout de suite, ça crée quelque chose qui est beaucoup plus sympa que de vivre à Paris dans un appart haussmannien, quoi, tu vois. Alors, Vercors, très très joli. Ouais. Dernière question Internet, on va la poser comme ça. Comment il comprend que l'énergie n'est jamais une question dans la SF? Alors je dirais pas jamais, mais pas souvent. Ah, je pense que c'est faux, ça. Mais c'est faux. Ouais, je pense que c'est tout à fait faux. Je pense que l'énergie a été un thème énormément traité. Moi, je suis pas lecteur de SF. Hein. Je lis pas de... Soleil vert. Oui, j'ai vu Soleil vert, bien sûr. Bradbury un peu. Ray Bradbury. Ah oui, Ray Bradbury quand même, tu vois. Mais Ray Bradbury, parce qu'il a un style poétique. C'est quand même un des plus bels écrivains en termes poétiques hein, de SF, Bradbury. De Bradbury, t'en as 2 là, Chronique martienne. Ah, L'homme illustré, recueil de nouvelles, magnifique. Et Fahrenheit 450. Ouais, Fahrenheit, mais je suis moins. C'est marrant, j'ai moins été. Je trouve Fahrenheit, c'est vraiment un livre d'écrivain, tu vois. C'est-à-dire que cette idée, c'est un fantasme d'écrivain, Fahrenheit, cette idée que tu peux retenir tous les livres par cœur, tu vois. Tu sens vraiment le fantasme d'écrivain. Je trouve pas fondamentalement ça intéressant. C'est marrant, hein, Fahrenheit, ça m'a jamais trop touché. Quelle température brûle le papier? 451, c'est ça? Je sais pas comment ça fait en degrés. Mais tu vois, je trouve que c'est plus un délire d'écrivain. Par contre, l'homme illustré est très beau. Ouais. Il y a et Chronique martienne, et il y a des idées excellentes dedans. Moi, je lis pas non, honnêtement, je lis pas de SF. Hein. Vraiment, de toute façon, je lis très peu de romans. Je lis vraiment beaucoup plus de philo, de sociaux, mais pas du tout de romans. Je trouve que c'est moins puissant que de lire de la philo, qui va me donner beaucoup plus de billes. Donc non, l'enjeu de l'énergie, je n'ai pas d'idée en tête là-dessus, mais je pense qu'il se trompe, ouais, sur le... T'as une blague à nous raconter? Oh, putain. L'autre fois, on m'en a raconté une 50aine et je ne retiens rien, c'est horrible, quoi. Non, j'ai pas ça... Ouais, je suis nul là-dessus. Ouais. Tu reviendras nous voir pour en parler? Ah ouais, bien sûr. Moi, c'est dommage, on n'a pas parlé beaucoup de littérature, on a parlé beaucoup évidemment de politique, mais bon, c'est aussi un champ tellement important, et c'est aussi pour ça que j'écris. Je suis vraiment entré en littérature pour porter effectivement des valeurs politiques, en tout cas une vision du monde politique. Donc c'est bien qu'on en parle, mais voilà, j'aurais pu parler de l'art, vraiment. Dis-moi. Ouais, non, mais on en parlera une autre fois, je sais pas, je veux pas saouler les gens, mais voilà, c'est quand même un art magnifique, la littérature, on s'en rend pas compte, parce qu'on va voir beaucoup de films, on voit beaucoup de séries télé, on joue à des jeux vidéo, on écoute de la musique, et on oublie que la littérature est quand même un art, pour moi, un princeps, quoi. C'est-à-dire que la plupart des grandes séries, des grands films,
viennent souvent d'un livre, et que c'est un des rares arts. C'est marrant parce que c'est le plus sobre de tout, c'est-à-dire que tu as juste des petites lettres noires sur une page blanche, c'est extrêmement sobre, c'est presque désincarné, parce que tu vois, écoutes de la musique, voilà, des vibrations vont se répercuter dans ton corps, tu regardes un tableau, tu as les couleurs qui jaillissent, etc. Donc ça fait appel à des sens directement. La littérature, tu te dis, c'est vraiment tellement peu sensuel, tu ouvres un livre, tu as ces lettres blanches. C'est un vrai art du cerveau, mais cet art du cerveau, passant par le langage, fait que ça restitue toutes les sensations, ça fait que tu peux véhiculer énormément d'affect, d'émotions, de sensualité par la poésie et par le livre, mais aussi des percepts, c'est-à-dire des façons de percevoir le monde que tu n'avais pas avant. Et aussi, et ça c'est génial, c'est des concepts, quoi. C'est-à-dire que tu peux porter... Quand tu écoutes de la musique peut te porter des percepts et des affects, mais jamais tu pourras te porter des concepts, tu vois. La musique peut pas te raconter des idées, quoi. Tu peux pas t'amener les idées, te faire réfléchir. Elle peut te toucher, elle peut te faire danser, elle peut t'émouvoir, mais elle t'amènera jamais cette couche-là. Alors la littérature permet tout, quoi. Voilà. Elle permet tout, et c'est un art très complet. Voilà, c'est un art fabuleux quand tu écris, parce que ça mobilise la totalité de ce que tu es, tous tes souvenirs, toutes tes perceptions, toutes tes sensations. Et c'est un art magnifique quand tu le restitues, quand tu le donnes, et que les gens rentrent et éprouvent voilà, la totalité. Et moi, j'essaie de travailler vraiment sur ces trois couches, affect, percept, concept, tout le temps, et que tout le livre, tu sois sur ces strates, et que ça... Et c'est un vrai bonheur, voilà, de faire ça, et de sortir le livre, et de l'amener en espérant que les gens... que ça touche les gens, que ça leur apporte quelque chose, quoi, que ça leur donne cette énergie que j'espère transmettre, voilà. Que ça leur fasse prendre un peu le temps. Ah ouais, aussi. Parce que c'est une traversée, un livre. Hein. Un livre comme ça peut être 15-20 heures de lecture, donc c'est une durée. Ah on va le montrer quand même, sinon mon éditeur il va m'engueuler. Donc voilà la bête, la brique jaune, on est très voilà, gilet jaune, hein, sur le... Je sais pas si je suis face à la caméra ou... J'aime bien, j'ai l'impression de faire vraiment de la promo pour une fois. Voilà, comme ça. Ah là, c'est fort. Voilà, donc pour moi c'est hyper bizarre parce que j'ai terminé il y a très peu de temps. Donc toute ta vie, là ça a duré 14 ans hein, quand même, hein, entre les premiers... 15 ans, non? Ouais, 15 ans, entre les premiers dans le cahier et la fin, et c'est 3 ans d'écriture. Et tout d'un coup, ça devient voilà, une petite brique, un objet, un produit. C'est un produit, malheureusement, aussi. Et tu sais que tout est enfermé là-dedans pour toi, quoi. Et c'est rien, tu vois, c'est juste un brique, quoi. Voilà. Ouais, j'aime bien ta façon de le tenir. C'est un peu ton bébé. Ouais, tu sais, t'es là, tu le prends, tu l'ouvres, quand tu l'as... Puis t'as tellement de corrections, t'as un tel boulot, les gens se rendent pas compte, hein, c'est vraiment... Je crois que c'est un des arts les plus longs. Quand tu fais un roman comme ça, c'est beaucoup plus long que faire un film, par exemple, tu vois. Tu veux lire un passage? Ouais, vous voulez? Choisis. Allez, on va finir sur de la poésie un peu, mais la poésie politique, alors. On va faire un passage que j'aime beaucoup. Rigolo, allez, parce que j'ai pas fait de blague, alors on va faire un... Donc c'est en pleine émeute à Marseille, donc là on a justement une hybridation humain furtif, c'est dans une émeute, et c'est un délire sur le son que. Voilà. Donc vous allez entendre, c'est que des doubles que, et donc j'écris l'émeute, mais avec ce délire sur les doubles que, qui produit un effet, ce qu'on appelle les plosives, ça s'appelle les plosives sourdes. C'est le son le plus explosif de la langue, en fait, le que. Voilà. En français, hein. En français. Quel quiproquo, quel couac! Les camarades caracolent pour consolider la barricade. Qui recule, macaque? Eux ou nous? Eux, hein? Dac. Des kamikazes et des casse-coups, tant qu'en quinconce des canoës-kayaks sur des camping-cars. Côté mairie, le quai est un chaos de carcasses, de clic-clac craspec calés sur des Chris-Craft, de 4x4 cubiques concassés jusqu'à la caricature. Les cancrelats à casque, casaques kaki, les pas cardiaques en tout cas, sont au contact de des kékés, casaques noirs, parcours christiques, qui font claquer leurs calicots Mars Attack et leurs kakémonos coupés-collés de porquerolles. Quelques-uns, craignant la cacophonie, tiennent caucus à l'écart. Quelques autres, une kyrielle, sous la cataracte continue des lacrymos, reculent à contre-cœur, tant un cakewalk, un pas de kabuki se décale en crabe, quand ils ne claudiquent pas le genou en cacahuète ou la clavicule en vrac, en quête du cataplasme d'un street médic ou du chiropracteur qui d'un cric-crac te remet l'épaule d'un quinca, carinca, sans que tu couilles un karaoké électro-funk aussi sec, mon coco. Dans le cocon de leur cockpit de plexi, les pilotes de concept car cornacent leur kraken pour croquer quiconque court à portée de tentacules, mais pour qui capte le combat,
Ils ont du cacao dans leur couche-culotte, les mectons. Ça cocotte du coccyx, la colique coule sur leur connectique. Je critique pas, quoique. Juste, ils craquent. Car les conquistadors des barricades, en cache-colle et carrick, rompus au bivouac, klaxonnent tout à coup leur cocorico et sortent de leur carquois des cascades de couscous au curcuma, des curcumitacées, cradoc et passé, du coca collant, de quoi contrecarrer les robots et court-circuiter les criquets qui nous niaquent à la nuque. Là-bas, au bout du quai, des canaques tranchent au coupe-coupe les câbles des canons à son. Quick! Tout près, les contreplaqués des vitrines craquent. Encore, encore! Une cavalcade cathartique d'un coup descend de la barricade comme la mitraille calme d'une kalachnikov, comme une rasade de cognac ou de vodka servie sur glace. Le bloc des camarades fonce. 3, 2, impact! Le pack des flics éclate. Les Golgoths basculent plombés par leurs carapaces. Leurs casques cabossés roulent sous les pare-chocs. Ric-rac, les camarades passent. Ils courent, toujours compacts. Coucou les cocus! Le panier est à nous. Alain Damasio. Voilà, c'est tout. Merci. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps on a mis, c'est du délire. 1h45. Ouais, ça va. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.